Bonsoir à tous et merci d'être là à une heure aussi tardive. Merci Stéphane Carrière d'être là également. Bonjour, bonsoir Stéphane Carrière. Bonsoir à tous. Euh, on va commencer, donc vous dirigez les éditions Anne Carrière depuis 2009 et vous avez donc créé un collectif de maisons d'édition indépendantes. À travers cela, on aimerait énormément en savoir davantage car à mon sens, c'est quelque chose qui est plutôt inédit dans le monde éditorial et qui génère une certaine émulation, que ce soit au sein de votre équipe ou même au sens éditorial plus large. Euh, oui, alors déjà, d'abord, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux, j'en reviens pas. Effectivement, à 21h face à Barack Obama. Donc, je suis extrêmement flatté. C'est la soirée la plus formidable pour mon ego depuis le début du confinement. Euh, et puis surtout, juste pour le déroulement de la discussion ensuite, je vous en prie, hein, j'aime l'édition passionnément et j'aime beaucoup mes confrères éditeurs, mais si on partage un défaut, c'est vraiment le plaisir de s'écouter nous-mêmes. Donc, ne me laissez pas monologuer, posez des questions. Ça sera toujours beaucoup plus intéressant. Pour répondre à la question du collectif, oui, moi, j'ai une particularité, c'est que il y a des gens qu'on critique parce qu'ils sont fils d'eux. Moi, je suis petit-fils d'eux, fils d'eux, neveu d'eux. Enfin bref, c'est une histoire de dynastie improbable. Il n'y a pas plus népotique que mon parcours. J'ai commencé, donc j'ai repris les éditions qu'avaient fondées mes parents en 2009. À l'adolescence, j'avais quand même eu la bonne idée de partir très loin pendant 10 ans. Ça, c'était peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne suis pas interné, j'imagine. Euh, et la beauté et la difficulté des éditions Anne Carrière, c'est que nous sommes une maison généraliste de taille moyenne. Et ce qui est en fait de plus en plus rare. La réalité économique et les modifications principales de ces 15 dernières années, les grandes tendances, ont fait que les petites maisons qui ont réussi sont en général des maisons très éditorialisées, qui ont une image forte, un savoir-faire particulier. Et petit à petit, il n'y a plus beaucoup de maisons d'édition vraiment généralistes comme la nôtre qui sont restées debout. Et j'en suis arrivé assez rapidement, après avoir repris la direction des éditions, à la conclusion que notre modèle était un des modèles économiques les plus difficiles à tenir, parce qu'il était trop dépendant à des best-sellers, et que les grandes évolutions de l'édition faisaient que les best-sellers avaient tendance à toujours, à un moment ou à un autre, partir dans des grands groupes avec des offres financières que tout simplement on ne pouvait pas suivre. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on allait, parce que c'est quand même mon espoir, faire le plus longtemps possible et le mieux possible ce métier, comment est-ce qu'on allait pouvoir tenir. Ça, c'était la réflexion économique, et c'est ajouté à ça une réflexion plus personnelle, c'est que pendant les 10 premières années de ma vie, j'ai dirigé une boîte dans un domaine très différent qui était les nouvelles technologies, et on était beaucoup plus nombreux. Et non seulement on était beaucoup plus nombreux, c'est-à-dire à peu près 120, 130 personnes, mais en plus, j'avais des associés. Et ça a été compliqué, mouvementé, merveilleux, c'est plutôt bien fini. Mais il y avait vraiment une chose, c'est que j'étais jamais seul. Et j'ai trouvé que la direction d'une maison d'édition, c'était un exercice un peu solitaire. Ça, c'était la deuxième chose. En réfléchissant à ça, je me suis dit, donc comment assurer un avenir à cette maison généraliste en préservant son ADN et son histoire, et comment faire le métier dans un contexte que je trouve où je puisse puiser moi un peu plus d'émulation. Et je me suis dit assez simplement, si on grossit, ce qui est la seule solution possible économique viable pour une maison de petite taille, soit se faire racheter, soit grossir. Et je me suis dit, si on grossit, on va faire plus de la même chose, et c'est une nouvelle forme de mise en danger. Et j'ai eu cette idée au départ un peu farfelue, il n'y a aucun trait de génie là-dedans, qui était, et si on faisait plutôt à plusieurs, c'est-à-dire à plusieurs éditeurs. Donc l'idée vague d'un groupement, d'une coalition s'est formée dans ma tête, et là je me suis heurté à une question assez basique, mais qu'ont dû se poser beaucoup de gens avant moi, et qui a été un écueil qui a fait fracasser beaucoup d'autres tentatives avant la mienne, qui est celui que quand on met des maisons d'édition ensemble, ou des sociétés tout simplement, se pose en général très rapidement la question de l'intérêt commun économique, et donc des questions bêtement capitalistiques. Qui possède quoi, qui fait quoi, et à qui revient l'argent. Et il ne m'a pas fallu beaucoup de rencontres avec... Enfin, ça a été assez rapidement en concertant quelques éditeurs pour voir qu'on n'arriverait nulle part si on commençait à réfléchir à des contrats décompliqués, de groupement, d'échanges de participation croisée, des choses comme ça. Je me suis dit, bon, ça, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on pourrait contourner la chose? Et la solution la plus évidente, mais la plus poétique a surgi, c'est en fait de se dire, on va se regrouper,
mais dans un cadre non pas capitalistique, mais uniquement commercial. Et la principale synergie qu'on va essayer de trouver ensemble, c'est de travailler côte à côte avec des éditeurs indépendants qui restent 100% propriétaires de leur marque. Dans une démarche où nous avions, puisque nous étions plus développés et plus solides, la possibilité d'aider des éditeurs avec des parcours qui nous paraissaient intéressants et des lignes éditoriales qui nous paraissaient formidables et, très important, des personnalités fortes à la tête de ces maisons. On allait leur proposer une stabilité financière, donc agir plutôt en tant que producteur financier, en leur laissant toute latitude. Et ce qu'on allait mutualiser, c'est la bonne volonté. Ça paraît fou, mais je vous explique, parce qu'en fait, c'est très concret. La principale erreur qui peut surgir quand on pense à notre groupement, c'est de croire qu'on fait des économies d'échelle. En fait, si vous ajoutez beaucoup de petites structures, par définition, vous ne pouvez pas dégager des économies d'échelle. Il y a juste les grandes agglomérats de masse qui permettent ça. Donc, en fait, on est revenu à notre corps de métier qui est de se dire, voilà, finalement, en tant qu'éditeur, quels sont nos publics? À qui on vend des livres? Paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que la réponse, c'est on vend des livres à 2 groupes dont ne font pas partie les lecteurs. Ça, c'est très important. On vend des livres aux médias et on vend des livres aux libraires. Ce sont les libraires qui vendent nos livres aux lecteurs. Et on s'est dit, voilà, une maison comme les éditions Anne Carrière, qui faisait à l'époque 45-50 titres et qui pouvait, dans un mouvement assez classique de développement, puisque ça marchait bien, aller jusqu'à 100, c'est toujours la même marque qui, à chaque office, se retrouve devant les libraires et finalement, dans le même cycle, à peu près tous les 2 mois, se retrouve devant les journalistes. Et si, au lieu d'être une société, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, puisque c'est là où on est arrivé, et qu'on réfléchissait à la constitution d'un catalogue commun, c'est-à-dire d'une offre qui soit plus intéressante parce que plus diverse, et que c'est cette offre qu'on aurait bâtie ensemble, qu'on allait démarcher à nos 2 publics, les médias et les libraires, en leur disant, voilà ce qu'ensemble on a à vous offrir, ce qu'en marketing on appelle un line-up et que nous on pourrait juste appeler un catalogue, et voilà notre proposition. Ça paraissait un peu dingue à l'époque, et en fait ça s'est assez rapidement révélé une bonne idée. Et quand je dis qu'on mutualise essentiellement la bonne volonté, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on produit chacun de notre côté, mais ce qu'on fait ensemble, c'est partager une réflexion sur ce catalogue, sa complémentarité, sa diversité. Et puis évidemment, tout auteur qui rentre dans le collectif, que ce soit aux éditions Anne Carrière ou à La Ville Brûle, le dernier arrivé, Les Forges de Vulcain, enfin, on les listera tout à l'heure, hein, le plein jour, peu importe. Tout éditeur se retrouve dans un ensemble d'abord financièrement solide et ensuite avec tous les services d'une grande maison. Parce que ça, c'est très important. Quand on a comme nous des auteurs de best-sellers, on a par définition, quelle que soit la catégorie, hein, des auteurs qui sont, et c'est bien normal, démarchés en permanence par toutes les autres maisons d'édition. Que ça marche ou que ça ne marche pas pour eux d'ailleurs chez nous. Et donc, une des choses qu'il faut, malgré notre taille, qui nous est moyenne et pour mes coéditeurs plus petites, une des choses qu'il faut pouvoir offrir, c'est les services d'une grande maison d'édition. Sinon, il n'y a aucune raison de rester. Tous les services. Et des services de grande qualité. Les services de grande qualité, ce n'est pas très compliqué, hein, c'est tout simplement des gens correctement payés qui pourraient travailler dans des grandes maisons concurrentes et qui ont envie de continuer à travailler avec nous pour défendre notre catalogue. Donc, c'est ça que trouvent les auteurs chez nous, avec un sentiment de communauté qui, je pense maintenant, depuis 5-6 ans, je peux l'affirmer, est assez sympathique parce que c'est créer un effet de bande qui est que, et là j'en arrive à, vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y avait 2 choses, et que la deuxième, c'était de ne pas être seul. Ben, en étant un tout petit peu, en acceptant de descendre un peu de sa tour d'ivoire et de se confronter à la vie des autres, en acceptant de travailler avec d'autres éditeurs, de se montrer des couvertures, des quatrièmes, de se faire lire des textes, de réfléchir à la programmation, de se dire, tu sais, je pense que c'est une erreur de mettre ce livre en rentrée littéraire, il faudrait mieux le... Toutes les questions de la vie courante de l'édition, mais le fait d'être avec d'autres personnes, des éditeurs professionnels de sensibilités différentes, je pense que c'est une sorte de service finalement général qu'on rend à tout le monde. À la fin, et je conclurai là-dessus, il s'est révélé que le pari le plus poétique et celui qui était le plus payant, c'est qu'on a réinventé un truc dans l'édition qui, à mon avis, n'existait plus depuis longtemps. C'est un esprit de bande, un esprit de bande de joyeux lurons qui se marrent pas mal, qui ont plaisir à travailler ensemble, à être ensemble, et que nos auteurs le sentent, et que ça leur fait plaisir. Quand on va dans des salons, quand on va tous ensemble, quand on se déplace, quand on va voir les représentants, ils sont mélangés, ils sont tous ensemble, et cet assemblage qui pouvait paraître audacieux au début, il s'est révélé très rapidement contagieux.
Et un des plus grands plaisirs que j'ai aujourd'hui depuis un an, je dirais, c'est de voir à quel point les auteurs phares des différentes maisons se soutiennent et travaillent ensemble, s'appellent, s'entraident, se donnent des tuyaux. Enfin, voilà, de toute cette joyeuse bande de frères, comme dirait Shakespeare, finalement, a trouvé un terrain d'entente qui fait que dans un milieu hostile, pas l'édition, c'est pas l'édition qui est un milieu hostile, mais l'état économique de l'édition, je pense qu'on leur offre un environnement qui est à la fois familial, moderne et foncièrement joyeux. Et ça se ressent également sur les réseaux. On sent que les auteurs, à chaque fois, se soutiennent mutuellement sur les réseaux à chaque sortie de livre. Et ça, c'est C'est plutôt sympa, ça, hein? appréciable. Ouais, c'est Ouais. très sympa. Depra, c'est à toi. Delphine. Et ouais, il n'y Je avait sais pas pas. ton prénom, pardon. Bah oui, donc c'est Delphine. Ça fait assez rêver quand on vous entend, ce collectif dont vous parlez. Mais ça veut dire que vous avez par exemple une seule équipe de représentants qui présente le catalogue de l'ensemble des maisons. Comment ça se passe? Oui, je vais rentrer un peu dans les détails, vous poser une très très bonne question. D'abord, je vais le nommer, ce collectif, il est très important. Le premier éditeur qui nous a rejoints, c'est La Ville Brûle, Florent Georgesco et Sybille Grimbert. Alors, Florent, depuis, était déjà journaliste au Monde, mais il a eu l'honneur de se voir donner la direction des pages non-fiction du Monde. Donc, il n'est plus actif au sein de la maison d'édition qui repose maintenant sur les épaules non frêles et tout à fait solides de sa femme Sybille. Ensuite est venu Benoît Viraud avec le Nouvel Attila, qui est resté 3 ans avec nous et qui a fait le choix au bout de 3 ans, parce que c'est ça aussi le collectif, et c'est très important. C'est aussi important qu'il soit pas facile d'y rentrer, parce qu'il faut montrer patte blanche, mais facile d'en sortir quand on désire et qu'on va mieux financièrement, enfin suffisamment bien pour repartir sur ses deux jambes seules. Ensuite, et pardon si je fais des erreurs dans l'ordre d'arrivée, hein, mais La Ville Brûle... Non, pardon, revenons en arrière. David Meulmans et les Forges de Vulcain, que vous connaissez sans doute. N'hésitez pas à me poser des questions après, hein, j'essaie de ne pas être long. Ensuite est arrivé Emmanuel Colas. Emmanuel Colas a un destin à part, puisqu'elle avait une magnifique maison d'édition pendant 10 ans qui s'appelait Galahad, qui malheureusement a fait faillite. Et c'est au sein du collectif qu'elle a eu l'énergie et le soutien pour remonter sa maison d'édition. On est très fiers aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais nous aurons peut-être le Goncourt grâce à elle, avec Les Impatientes de Jaili Amal. Et logiquement, qu'on devrait recevoir dans les semaines prochaines. Le 30. Alors, je n'ai pas la date officielle encore, peut-être que le 30. Voilà, si tu me l'apprends, alors c'est encore mieux. Ah, tu veux dire quand sera nommé? Non, mais je te parle de la date non, où ils vont l'annoncer, moi. Ah oui, non, le 30, pardon, oui, bien sûr. Oui, Parce que toi, tu vas recevoir le prix Goncourt. Ouais, je vais recevoir le lauréat. Oui. Si tu sais déjà qui c'est, dis-le nous. Hein. Mais évidemment, je le sais. Voilà, et enfin, j'ai oublié, pardon, parce que je n'avais pas fini, et ce serait vraiment grave que j'oublie les gens. Elle a changé le nom de sa maison ou elle a repris le même nom? Non, ça s'appelait Galahad, elle a fait faillite, il était pour des raisons juridiques évidemment impossibles, puisqu'elle n'a pas pu faire de reprise de garder Galahad, et donc on a remonté, on en a beaucoup discuté, c'est moi qui l'ai beaucoup influencé, pour appeler sa maison les éditions Emmanuel Colas. Mais je n'avais pas fini et je ne veux oublier personne. Les derniers à nous avoir rejoints sont la fabuleuse équipe de Marine Zouzoula et son mari de La Ville Brûle. Je ne sais pas si vous les connaissez, après je pourrais vous répondre plus précisément sur chaque éditeur. Et enfin, j'en ai mis un tout petit peu à part parce que c'est plus une collaboration qu'un imprint à part entière, c'est La Belle Colère, qui est une maison de young adultes très à part et que nous faisons en coédition avec Dominique Borde, que vous connaissez sans doute puisque c'est le créateur et le président de Monsieur Toussaint Louverture. Alors, je vais répondre donc à cette question qui était ce qu'on partage. Oui, nous avons donc un catalogue commun que nous travaillons ensemble et l'intégralité de ce catalogue est travaillée par la même équipe de représentants du groupe Média. Sachant, attention, puisque notre catalogue est très vaste et qu'on va de la littérature à la non-fiction, mais en passant aussi par la jeunesse, l'illustré, le roman graphique, et vraiment, il y a quand même peu d'endroits où on ne va pas. Nous avons la chance d'avoir un groupe qui est très, très, comme vous le savez, puisqu'il y a Le Seuil, La Martinière, mais aussi l'édition jeunesse. Donc on a évidemment, parfois, on fait appel à des équipes de représentants spécialisées en BD, par exemple, ou dans d'autres domaines. Par rapport à... Pardon. Ah non, vas-y. Vas-y, Delphine. Non, mais vous partagez aussi d'autres choses comme les achats papier ou justement, vous parliez d'économie d'échelle tout à l'heure en disant qu'il n'y en avait pas sur des petits non, maisons. très peu.
Très peu. D'abord, pour répondre précisément, on mutualise un certain nombre de choses, mais alors, oui, il y en a dans le sens où on gagne du temps et on est plus efficace. Par exemple, l'intégralité de notre suivi de fab est assurée par une cellule particulière de médias, mais qui est en fait la fabrication du seuil et à laquelle on sous-traite, j'aime pas ce mot, avec lesquels on collabore, et c'est eux qui s'occupent de notre fabrication. Donc, par exemple, nous n'achetons pas de papier. Je reviens justement, Stéphane, sur les différentes maisons qu'il y a au sein du collectif. Et tout à l'heure, vous parliez de caractère éditorial. C'est vrai que ce soit David Meulmans, que ce soit Dominique Borde ou Benoît Viraud, par exemple, qu'en tout cas, nous connaissons particulièrement, il y a quand même des personnalités fortes. Comment arrivez-vous justement à manager tout ça, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça du management. Est-ce que vous êtes véritablement le patron, entre guillemets, de ces collaborations? Enfin, une question simple. La réponse est non, pas du tout, jamais. Je ne suis pas du tout leur patron, c'est la définition même de notre association. J'ai un rôle de coordinateur, ça c'est sûr. Je ne suis absolument pas leur patron, j'insiste, c'est très important parce que c'est ça qui marche. C'est que chacune des personnes que vous avez citées, alors attention, Dominique Borde ne fait pas partie du collectif. Monsieur Toussaint Louverture est totalement indépendant et il n'est pas dans le collectif. Il participe à une maison d'édition qui ressemblerait plutôt à une collection chez nous, c'est différent. Mais si vous voulez citer tous les autres, qui sont effectivement de fortes personnalités, c'est ça qu'on recherche, hein. Mais Emmanuel Colas ou Sybille, que vous n'avez pas cité, ou Marianne aussi, je ne suis absolument et jamais en position d'être leur supérieur hiérarchique. On est vraiment un collectif, on s'assoit à une table, on parle de nos programmes et on échange, et on avance comme ça. C'est très concret, et je ne veux pas vous donner l'impression que c'est porté uniquement par un idéal humaniste. La belle surprise de ce collectif, c'est de voir à quel point cette forme de collaboration est pragmatiquement, économiquement et stratégiquement une façon très fluide et très agréable de fonctionner. On est tous des professionnels, on fait le même métier, avec des catalogues différents. Et en fait, ce qui est bien, enfin, ce qui nous réunit, et c'est pour ça qu'on peut travailler ensemble, c'est qu'on est curieux et ouvert à la parole des autres. Après, chacun prend ses décisions. Mais cet échange d'informations est une source perpétuelle d'enrichissement et on a l'impression de se soutenir en s'apportant la contradiction. Mais encore une fois, à la fin, ça marche parce qu'on se sent libre de discuter, débattre, voire se contredire, mais que chacun, à la fin, fait ce qu'il veut dans son précaré. On veut bien entendre ces discussions autour de table. Ce serait, à mon avis, passionnante. J'imagine que vous prenez énormément de plaisir à discuter. Oui, c'est sympa, mais c'est vraiment, je reviens sur un truc, c'est que, je vais faire une caricature, mais moi j'ai été petit patron beaucoup trop jeune et j'ai été beaucoup trop longtemps dans les PME plus ou moins grandes. C'est très très chiant d'être petit patron, hein. C'est un truc qui vous rend vite con, d'abord. C'est un truc qui rend parano, c'est un truc qui rend triste. Petit patron de PME, c'est super dur. S'il y a quelques libraires parmi vous qui se sentent seuls à la direction de leur boutique, ils me comprennent, quoi. Parfois, on a quand même vraiment l'envie, au contraire, enfin, passer un certain âge et passer un certain besoin d'accomplissement. J'ai eu la chance d'avoir un parcours un professionnel long avant, hein. Moi, j'ai eu une confrontation avec un éditeur que je n'aimerais pas évidemment un jour. On parlait du collectif. Et à la fin, il me disait, tout ce que tu dis, c'est génial. Je sais que je n'ai que des intérêts, je n'aurai que des intérêts à venir, mais je ne le ferai pas. Je lui dis pourquoi? Il me dit, parce que moi, mon grand plaisir dans la vie, c'est d'arriver le matin dans ma boîte, de me faire un café, de prendre mon café, de regarder mes bureaux et de me dire, je suis chez moi. Et c'est un éditeur qui a bien réussi aujourd'hui, donc il n'a pas forcément eu tort. Mais moi, je lui dis, ben voilà, c'est bien articulé, parce que surtout, ne travaillons pas ensemble. Moi, mon plus grand plaisir dans la vie, c'est d'arriver le matin au bureau, de me faire un café, de me retourner et d'avoir quelqu'un d'intelligent à côté et de lui poser des questions. Donc, c'est très concret, en fait. Cet échange et cette simulation dans un milieu, encore une fois, hostile, pas du tout, parce que l'édition ne l'est pas. Pour avoir bossé ailleurs, l'édition est un milieu vraiment tempéré. Mais en revanche, son économie est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est vraiment agréable d'avoir passé un certain âge, d'avoir un peu l'ego derrière et d'avoir des gens à côté, de se poser des questions, de se dire qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis en train de faire une connerie? Est-ce que j'ai raison de dire que c'est génial?
ou est-ce que ça dépend de la musique que j'écoutais en le lisant et parce que j'étais désespéré, parce que les 10 manuscrits d'avant n'étaient pas bons? Tu vois la même chose exceptionnelle ou tu penses que j'ai raison de le refuser? Cette couve, je l'adore, mais toi, t'en penses quoi? Enfin, des questions de base qui sont tellement importantes à la fin dans leur répercussion. Et puis aussi, on peut s'alerter, l'édition, c'est un milieu humain, on peut parler de nos auteurs, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il t'a l'air heureux? Est-ce que tu crois qu'il y a une chose que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faite? Est-ce qu'il y a un truc encore que je pourrais faire de plus, mieux? C'est important tout ça. Et le fait qu'aujourd'hui, ça se transmette à nos auteurs et que, comme tu l'as remarqué, Anthony, ils se soutiennent. Alors évidemment, c'est ça qui est beau, c'est que c'est évidemment ceux qui marchent le mieux qui sont les plus généreux et qui soutiennent les autres. Mais c'est ce truc qui me plaît énormément, qui est vraiment s'est mis en place depuis un an, où on voit lors de sorties. Ça a été très émouvant pour moi. Notre dernier succès, c'est la sortie à la rentrée de Francesca Serra. Vous voyez de quoi je parle? Oui, bien sûr. C'était très émouvant parce que Francesca, ça a commencé très fort, très vite. Et premier roman, et c'est parti. Je parle avant le prix, hein, mais il y a eu tout de suite des choses qui avaient vraiment des beaux articles de la presse, des grandes signatures, des grands noms. Donc l'auteur était assailli de choses positives, ce qui est loin d'arriver à tout le monde. Hein. Et tout à coup, un des trucs qui l'a vraiment ému, c'est quand Yannick Granek lui a envoyé un mail pour lui dire en détail combien elle avait aimé son livre. C'est un des trucs qui l'a plus ému. Et c'est beau de voir ces moments de transition. Je sais, certains d'entre vous doivent connaître Gilles Marchand, qui est un éditeur de David, Meulemans, aux Forges de Vulcain. Et Gilles Marchand aussi, il a cette générosité d'essayer de fédérer les autres. Ils s'en foutent des marques, des maisons, des machins. C'est une bande d'éditeurs, une bande d'auteurs. Ça, au moins, on l'a réussi. Et c'est particulièrement vrai aux Forges de Vulcain, où il y a véritablement une émulation assez folle que David a réussi à créer. Ça, c'est assez impressionnant par rapport à ses auteurs. On l'a reçu plusieurs fois. David, c'est bien qu'il soit éditeur, mais il aurait fait fortune en géo ou en présentateur télé. Je veux dire, c'est une force de la nature. C'est évident. Delphine? Oui, ben, il y a plusieurs questions qui me viennent. D'abord, je ne sais pas, mais est-ce que vous imaginez d'élargir votre collectif? Et dans ces cas-là, quel profil d'éditeur, j'ai envie de dire, vous intéresserait? Et puis, justement, vous parlez d'échanges. Est-ce que vous échangez les manuscrits? Est-ce que vous avez des maisons avec des profils, effectivement, et des lignes peut-être différentes? Est-ce que vous recevez un manuscrit qui vous paraît être plus adapté, plus dans la ligne d'une autre maison? Vous échangez? Est-ce que ce sont des pratiques qui se passent chez vous? Je vais partir de la dernière question et vous me rappellerez la première. Ok. On se passe beaucoup des manuscrits. C'est une des choses les plus formidables. La Ville Brûle a adoré un roman graphique que lui a passé une jeune femme, une TDS, travailleur du sexe. Absolument génial. Ils ont adoré, mais ils ont une ligne éditoriale très politique et très engagée. Et ils avaient un problème. Ils disaient c'est formidable, on trouve vraiment le bouquin super, mais c'est un peu décalé par rapport à notre ligne très politique. Ou en tout cas, ce n'est pas exactement sur le même alignement. Et ils sont venus me voir avec et on le publie en octobre prochain. Quand je reçois un manuscrit que je trouve formidable en imaginaire, alors moi je fais de l'imaginaire aussi aux éditions Anne Carrière, mais que par exemple celui-là, je l'ai trouvé bon, mais je ne sais pas si j'ai envie de le faire, je le montre toujours à David. David, quand il trouve un truc qui est à son goût bien, mais peut-être un peu trop littérature blanche, comme on dit, hein, pardon pour les étiquettes, va me le passer. Et ça, c'est vrai pour toutes les maisons. C'est vrai pour toutes les maisons. Le catalogue Plein Jour, qui est magnifique et qui est beaucoup autour de la narrative non-fiction, me propose souvent des romans qu'ils reçoivent. Moi, il m'arrive souvent de recevoir des projets que je trouve formidables en faits divers, narrative non-fiction, et que je passe à Plein Jour. C'est une circulation permanente. Oui, c'est intéressant ça. C'est vrai que l'envoyer un manuscrit, c'est l'envoyer à cette personne. Enfin, quelle était la première question? La question précédente, c'était est-ce que vous envisagez d'agrandir ce collectif ou est-ce que vous voulez rester justement pour conserver cette dimension d'échange humaine, de proximité? Est-ce que vous préférez limiter justement la taille de ce collectif ou est-ce que vous imaginez au contraire de l'élargir? Est-ce que le nombre est fixé à 7 aussi, voilà, par exemple? Non, la réponse est oui, mais pour être honnête, en fait, on a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes. On en a beaucoup depuis le début, mais là, c'est vrai que ça s'accélère. En fait, on a deux critères. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit une maison, donc de petite taille, à la production très éditorialisée et très incarnée.
Mhm. C'est-à-dire que pour trouver des bénéfices à entrer dans le collectif, parce que ce n'est pas que les bénéfices du collectif, c'est qu'il faut que pour que ça marche, l'entité qui nous rejoigne, il grandisse, il s'y développe. Il faut d'une part que sa production ait une identité, une ligne éditoriale, et de l'autre, alors souvent ça peut être aussi très lié, hein, qu'elle soit très incarnée par son éditeur ou son éditrice. Voilà. Ça, c'est la première condition. La deuxième, tout à l'heure, je vous ai dit, mais 2 seulement, mais en fait, il y en a 3, évidemment, c'est qu'il faut quand même arriver avec un modèle économique qui tienne la route. Un modèle économique en édition, ce n'est pas compliqué, ça s'appelle un programme et un budget. Hein. Mais il faut quand même montrer sur le papier que l'expérience de la maison, ou si c'est une création, l'expérience des personnes qui la montent, sont quand même, nous donnent l'idée que la gestion de la maison est réaliste et que son développement est réaliste. Et la troisième, qui est peut-être la plus compliquée, c'est la dimension humaine. C'est que on est, pour répondre très précisément à la question, tout à fait OK pour grandir. On n'est pas fixé sur un chiffre et pourquoi pas. Le ciel est la limite, à condition, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on ait toujours en face de nous quelqu'un avec qui on a envie de se marrer autour de la table. Et c'est un apprentissage vraiment de l'altérité, hein, parce qu'on a des personnalités très différentes. Pas seulement dans les comportements, mais aussi philosophiquement, politiquement. Mais jusque-là, on a réussi ça. C'est que quand on est autour d'une table, on prend plaisir à discuter de littérature et de livres ensemble. Et il faut que ça dure. Donc les gens qui nous rejoignent doivent apporter un dossier, nous expliquer pourquoi ils pensent que le collectif, c'est bien pour eux. Et nous, il faut qu'on soit convaincus qu'ils sont bien pour le collectif. Et ensuite, c'est une décision collégiale. Hein. Il faut que tout le monde soit d'accord, puisqu'on est une bande, encore une fois. Je rebondis justement sur ça, Stéphane. Je pense notamment aux éditions Marchiali, qu'on a reçues aussi et qui ont été rachetées par Delcourt, par exemple. Est-ce que véritablement, est-ce qu'il faut être en difficulté financière pour entrer dans le collectif ou au contraire, c'est un petit peu plus l'inverse, il faut déjà avoir une assurance financière, comme vous le disiez, pour pouvoir l'intégrer? Parce que je m'interroge sur ça. Ce n'est pas un critère. Non, mais ce n'est pas un critère. Alors, il y a un niveau de degré il y a un niveau d'information dans lequel vous n'en voudrez pas ne pas entrer. Mais en fait, si une maison vient de nous voir couverte de dettes, voilà, c'est là où je voulais en venir. Une petite maison, voilà, au bord de la faillite et couverte de dettes et qui a besoin, avant de commencer à produire et à faire son métier, qu'on comble ses dettes, nous-mêmes, nous sommes trop petits, humblement, hein, on aimerait bien le faire. Et pour commencer par combler des passifs. Donc en fait, il faut que la maison soit saine. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle gagne de l'argent, forcément, mais il faut qu'elle soit saine et qu'elle soit correctement gérée. Voilà. Puisque nous, en fait, nous produisons, c'est-à-dire que nous allons nous substituer aux besoins de financement nécessaires à la production de cette maison. Très bien, c'était bien d'être précisé. Mais si vous parlez d'une maison, qui est en difficulté, je pense que la solution la meilleure est d'aller dans le giron d'un groupe. On est bien d'accord. Ouais. Isabelle ? Oui, donc toujours un peu, bonsoir, merci pour cette rencontre. Toujours un peu dans la même veine des questions. Est-ce que du coup, vous avez l'impression de couvrir un scope éditorial vaste, ou parce que finalement, comme vous vous entendez tous super bien et que vous êtes quand même tous assez proches, est-ce que vous catapultez pas un peu les uns les autres sur les lignes éditoriales? Est-ce que vous avez l'impression de couvrir quand même un champ assez vaste à ce niveau-là? Le champ est vaste, hein. Franchement, on va de... La question, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas? Il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas déjà. Alors attention, ça reste modeste. Hein. Là, je ne veux pas avoir l'air de faire le pan non plus. Hein. C'est-à-dire que pour que vous ayez une idée de tout ça, l'ensemble de nos maisons ne produit à la fin que 80-90 livres par an. Ce qui est la production d'une maison d'édition moyenne. L'idée du collectif, c'était aussi un truc à un moment par rapport à la librairie, et pas du tout, encore une fois, pour sonner comme un saint, hein, c'était un constat très économique, c'était que les libraires n'en peuvent plus. C'est vrai que la surproduction, c'est compliqué. Quand les libraires n'en peuvent plus, c'est que nous, on va avoir du mal. Et quand je vous disais produire plus de la même chose pour une seule maison, c'est compliqué, c'était l'idée aussi, c'est qu'on va tous se mettre ensemble pour que chacun séparément puisse ne pas produire plus.
et donc se concentrer sur un catalogue de livres qu'il a bien choisi et bien sélectionné. Donc la question, oui, comment vous dire, regardez, aux éditions Anne-Carrière, on est plutôt identifiés comme des lanceurs de premiers romans, des découvreurs de talents littéraires, fiction, littérature blanche, et ensuite documents. On fait aussi de la jeunesse, on fait aussi de l'ado, on fait aussi du document, on fait aussi de l'essai. Je ne sais pas si vous le savez, mais Camille Emmanuel a pris une direction de collection chez nous qui s'appelle Sex Appeal et qui est plutôt sur des sujets féministes, mœurs, sexologie, enfin, tous les sujets du vivre ensemble, du corps, des nouvelles cultures. Déjà, rien que chez nous, on couvre un très très large panel. Je vous l'ai dit, Plein Jour fait essentiellement de la narrative non-fiction et des essais. Ils ont un essai bouleversant sur la Shoah en janvier que je vous laisserai découvrir. Ensuite, David, comme vous le savez, je crois, est plutôt sur les littératures de l'imaginaire, français et étranger. Emmanuel Colas a quand même une particularité, c'est son ouverture au monde, à la francophonie, au bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, qui, j'oublie pour n'oublier personne. La Vie brûle, encore une fois, est une maison engagée, féministe, écologiste, très, très ouvertement et très fière de l'être, très de gauche. La Belle Colère ne fait que du roman d'apprentissage. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Parce que ça, c'est le seul problème de l'énumération à chaque fois, c'est d'essayer de me... Non, je crois que j'ai oublié personne. Le Nouvel Attila n'est plus avec nous, il est parti en janvier. Ah oui, exact. Le Nouvel Attila a passé 3 ans au sein du collectif, il a décidé de reprendre son indépendance. Donc voilà, nos catalogues, pour répondre à votre question, est très, sur peu de livres, très très ouverts, très divers. Et c'est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien. Pour revenir sur la question de est-ce qu'on peut imaginer grandir et faire venir d'autres gens, oui, à condition de ne pas faire exactement la même chose. Alors, c'était ma question sous-jacente, du coup. Mais après, l'édition, c'est magique. C'est-à-dire que si vous prenez la littérature française ou la littérature étrangère, ce sont des étiquettes trop larges. On peut avoir une ligne, une patte et vraiment une façon de faire très distincte. Il peut arriver demain un éditeur qui ne fasse par exemple que de la littérature française, mais qui la fasse avec un esprit tellement marqué, tellement personnel, que son univers éditorial aura sa personnalité et ce ne sera pas du tout plus de la même chose. Et il me semble que cette année, vous avez lancé une collection Anne-Carrière Univers. C'est ça, une blague, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, Anthony. Mais ouais. Qui est donc spécialisé en jeunesse, adulte, imaginaire. Ouais, en fait, par goût, on s'est rendu compte, par goût et parce que ça nous réussit assez bien, on a commencé à faire de l'ado, de la jeunesse et de l'imaginaire. On a commencé on a fait plein de trucs, mais on a eu un gros succès avec un roman qui s'appelle La fille qui avait bu la lune. Et ça, c'était du middle grade, c'est-à-dire allez, 10, 12, 13. Starpoint aussi, qui a bien marché. Les chroniques de Pridin. Enfin, bref, petit à petit, de façon naturelle et organique, on a eu de plus en plus de titres du public le plus jeune. Alors, le public le plus jeune chez nous, c'est 10 ans. Mais au public adulte, en fait, vraiment partage un territoire qui est la littérature de l'imaginaire. Science-fiction, peu importe. Et puis, il y a un moment qui avait comme unité thématique à regrouper tout ça, et on n'a pas du tout créé une collection, mais comme j'ai une fille de 13 ans et que, évidemment, comme de la même façon que moi j'ai grandi avec les classiques de la science-fiction, elle a grandi avec les films Marvel, à force d'entendre parler du MCU, un jour, comme blague, on s'est dit, comment est-ce qu'on va nommer cet espace de communication, en fait, surtout sur les réseaux, pour toutes ces littératures de l'imaginaire qui s'adressent à différents publics. Et je me dis, on va l'appeler très modestement la Anne-Carrière Univers. Voilà. Il faut bien un peu rêver. Mais c'est ça, il faut rêver. Est-ce qu'on peut parler des romans de la rentrée pour ceux qui ne les connaissent pas encore, et notamment de celui de Francesca Serra? Est-ce que justement, comment elle a vécu ce succès déjà? Et est-ce qu'on peut parler surtout en détail du fond des livres qui sont sortis récemment? Bien sûr. Tu veux qu'on commence par quoi? Francesca? Par Francesca, oui. Francesca, c'est un bon exemple. C'est un premier roman. C'est un premier roman qui m'est arrivé, non pas par la poste, mais parce que j'avais rencontré Francesca il y a... Je sais pas elle est si jeune, je ne veux pas la vieillir. Mais il y a un certain nombre d'années, je l'avais rencontrée
Elle était devenue brièvement lectrice aux éditions. Ensuite, elle m'avait proposé pour La Belle Colère une traduction qu'elle avait réalisée magnifiquement. Et puis, on s'est complètement perdu de vue, mais ça fait partie du genre d'être humain que vous croisez dans votre vie, ça vous est sans doute arrivé, et c'est comme si vous mettiez une croix pour plus tard. Vous dites, à surveiller, il y a vraiment un grain de génie là quelque part, et je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais un jour, je t'en entendrai parler. Et puis, j'ai eu la chance, il y a un peu plus d'1 an, qu'elle reprenne contact avec moi et qu'elle me dise, voilà, j'ai écrit un truc, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est très important pour moi, c'est 10 ans de ma vie. À l'époque, elle avait un peu du mal à en parler parce qu'elle est particulièrement humble pour quelqu'un d'aussi ambitieux. Et je lui ai dit, écoute, le plus simple, c'est que je le lise. Elle m'a rendu à l'époque un manuscrit qui devait faire 800 pages. Je l'ai lu en une journée ou une journée et demie. Tellement j'étais transporté, je lui ai dit, évidemment, je serais plus honoré du monde. C'était même pas pour ça qu'elle me le faisait lire. Elle me faisait lire pour avis, mais je voudrais publier à la rentrée littéraire. Je trouve ça époustouflant. Et voilà, et de temps en temps, les choses se passent bien, les planètes s'alignent, et la qualité d'un roman suffit, enfin suffit avec tous les efforts qu'on fait autour. Mais parfois on fait tous ces efforts et la qualité est là et ça ne marche pas. Mais là, tout s'est bien passé, c'est-à-dire que on a travaillé le manuscrit, ça s'est bien passé, on a sorti le livre, ça s'est bien passé, la presse a été au rendez-vous, les libraires ont été au rendez-vous, puis finalement cette consécration qui est ce premier prix important, hein, le littéraire du monde, parce que c'est important parce que pour la première fois mis un premier roman. Mais pour moi, il est exemplaire à plus d'un titre, ce livre, dans ma carrière d'éditeur. C'est que, en fait, comme souvent, et après, attention, à partir de maintenant, je fais souvent, comprenez bien que j'émets des opinions. Hein. Je ne fais pas des règles, je n'ai pas cette prétention-là, mais je vous dis avec autant d'enthousiasme et de ferveur ce que je pense, pour autant c'est mon credo à moi. Je pense qu'elle répond à beaucoup de questions difficiles qui sont que c'est quoi un grand roman? Et en tout cas, elle y apporte toutes les réponses que moi j'aime. La première réponse, c'est qu'avant même d'écrire un roman, Francesca est une littéraire qui a fait de grandes études littéraires et avec une passion pour la philologie, et elle s'est passionnée pour le langage. Elle s'est posé une question de façon obsessionnelle pendant très longtemps, avant même d'écrire une ligne, c'est ces fameux millennials, ces fameux digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec la communication, comment on dit aujourd'hui, agrandie, la communication numérique. Est-ce que c'est une génération comme une autre, c'est-à-dire qu'il y a un argot, et les vieux disent ces jeunes, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils parlent mal? Ou est-ce que c'est une communication, ou est-ce que c'est une génération qui, parce qu'elle est née avec un certain nombre d'autres champs d'expression langagière, que ce soit le SMS, le chat, et puis tous les autres, parce qu'on sait depuis longtemps, c'est une génération qui, en fait, écrit beaucoup. Est-ce que, en fait, son langage est juste un langage renouvelé par un argot, ou est-ce que son langage a été influé de façon totale par les pratiques numériques? Parce que quand le langage change, la pensée change. Quand la pensée change, la poésie, l'esthétique, la philosophie, tout est motivé, le rapport au monde. Et donc, elle ne m'a pas apporté ce qui ça aurait été bien déjà, hein, une super chronique des ados connectés. Elle m'a apporté un livre qui avait une ambition absolument folle, qui était de dire ce qu'est cette mutation du langage. Et pour moi, c'est un grand écrivain comme l'ont été des gens comme John Fowles, comme un écrivain majeur. Vraiment, je le soutiens. Je pense que Elle a menti pour les ailes, d'une certaine façon, est un classique moderne. Pourquoi? Parce qu'il a foncièrement, et ça c'est une autre des réponses peut-être, sachant qu'elles sont multiples, hein, à qu'est-ce qu'un grand roman, elle a foncièrement répondu à une autre question, qui est qu'est-ce qu'un grand roman à nous dire, nous, ici et maintenant, du monde dans lequel on vit, et des gens avec qui on le partage. Donc, elle a réuni ça, un sujet extraordinaire qui est le langage, une sorte d'impératif moral qui est de dire le monde. Et la dernière chose, c'est parce que c'est une grande littéraire et un écrivain qui lit beaucoup. Mes écrivains préférés sont tous des écrivains qui lisent beaucoup, des classiques et leurs contemporains. Elle a aussi, et ça c'est l'esthétique de son roman, sans le gâcher pour ceux qui ne l'ont pas lu, trouvé un mouvement fantastique qui est de partir du postmoderne dans la fond comme dans la forme, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, les 50 premières pages vont vous donner l'impression d'être dans une série ado type Netflix, avec énormément de réalisme, et d'un réalisme un peu mis en scène et beaucoup d'efficacité parce que le suspense est énorme. Et plus le livre se développe, et Dieu sait qu'il n'est pas avare, hein, parce que c'est une belle œuvre, plus en fait vous êtes confronté, contrairement à tout autre média de création, au mystère.
plus le livre se développe et de chapitre en chapitre, à chaque fois que vous avancez, ce que vous découvrez n'est pas ce que vous attendiez. Et pourtant, Dieu sait que vous étiez sûr de vous. Et la raison, c'est qu'elle part de la représentation du postmoderne pour aller vers l'unicité, le merveilleux du particularisme. En cela, et sans dévoiler la fin, elle a radicalisé la chose, puisque d'une certaine façon, le livre, si on devait le résumer vraiment littéralement, j'en suis absolument persuadé, son genre, ça va vous paraître un peu étrange, mais c'est la légende orphique. La légende orphique, dans l'Antiquité, c'est quoi? C'est un récit dont la particularité, c'est la révolte d'un homme, à l'époque surtout un homme, mais d'un humain, contre les petits dieux de son époque. La légende d'Orphée en étant évidemment un bon exemple. Mais la légende orphique, c'est ça. Et finalement, c'est ça. Cette jeune fille au cœur de la Mantie pour les ailes vit dans un monde de simulacres, mais pas plus que n'importe quelle autre personne, hein, qui est la modernité, avec l'extension de cette double vie avec un avatar qui est la présence continue sur les réseaux sociaux. Elle vit dans un monde de simulacres, comme beaucoup d'entre nous, comme nous tous, comme dans Matrix, si vous voulez. Et à la différence, c'est que au lieu qu'un type arrive et lui fasse donner une petite pilule, mais c'est Morpheus dans Matrix, et c'est évidemment le grand modèle de la tombée dans le trou de Lewis Carroll, passer de l'autre côté du réel, ça va être une légende orphique, ça va demander un arrachement à elle-même, qui nous amène, encore une fois, j'adorerais vous gâcher la fin, parce que ça m'aiderait beaucoup pour vous en convaincre, mais sans le faire, qui nous amène vers un centre de gravité totalement inattendu et bouleversant du roman, et qu'à la fin, vous êtes vraiment dans un grand roman de l'antique et que vous êtes parti du postmoderne. Et que finalement, cette initiation à l'envers, douloureuse, stérile, ce grand décapage, ce tangrain, comme diraient les Celtes, va nous amener à la question formidable, c'est quand on s'arrache à tous les simulacres, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? La mort. C'est certain, une morbidité et un passage par une violence inouïe pour se décorporaliser, et peut-être la possibilité de la renaissance. Mais ça, je vous laisse le lire. Je pense que là, je pense que plus personne ne dira je n'ai pas envie de le lire après ce pitch. Je pense. Non, mais on ne tombe pas tout le temps devant des livres comme ça. Je veux dire, il y a un truc, c'est que elle prend tout ça à bras le corps, elle fait ce truc que d'autres ont fait avec elle, mais je suis absolument persuadé que c'est la seule à le faire bien, c'est-à-dire elle vous fait un collage langagier avec où le réalisme totalement littéraire, hein, mais le réalisme des exemples de chat ou de SMS ou d'Insta ou de machin dans le corps du texte ne devient plus un artifice, mais tout à coup vous le vivez avec une sorte de force, d'évidence, de violence, et c'est incroyablement puissant la façon dont elle s'empare de ça. Je pense que c'est la première à savoir le faire. Elle n'est pas de cette génération, elle a 10 ans de plus, mais elle est à juste distance. Elle le fait sans aucun regard moral, c'est-à-dire pas de jugement moral sur eux, mais avec en fait cette chose qui est souvent et un peu trop oubliée, c'est un grand roman moral dans son ambition finale. C'est-à-dire de nous aider à vivre finalement, de nous montrer l'altérité, de nous aider à vivre et de nous dire quelque chose. Et c'est inouï, parce qu'en plus, il y a l'art du suspense, en plus, il y a des personnages attachants alors qu'ils ne sont pas manichéens. Elle a des choses à dire sur beaucoup de choses. Je veux dire, ce qu'elle dit des sens de cette façon d'aller chercher, comme tant de générations avant eux, de la pulsion dans la chair, la jouissance, parce que finalement, le sexe, à un moment, devient un des rares marqueurs du temps, dans un univers où le temps devient une des choses les plus compliquées quand on est 24 heures sur 24 avec un avatar qui a une vie résiduelle sur un réseau social où il peut recevoir de la violence ou de l'amour quand même vous dormez. En fait, cette espèce de truc complètement fou. Elle le rend sensible, elle sait le mettre en musique, elle sait le transformer en une fresque. Et je suis sûr, ça c'est une des rares choses que j'affirme, c'est un livre qui se lira dans longtemps. Se lira longtemps parce qu'elle avait quelque chose, elle est la seule à l'avoir vraiment massivement, comme ça, de façon aussi ample et totale, dans un beau moment littéraire, elle a fait ce grand roman générationnel. Vincent ? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane et merci. Effectivement, j'ai lu aussi le livre de Francesca Serra. En fait, j'ai posé une question, j'essaie toujours de raccrocher les auteurs à des références en fait. Et Francesca Serra, j'y suis pas arrivé, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, est-ce qu'elle a des Une sacrée bonne question. Comment ? C'est une très très bonne question. La réponse en fait est assez simple. Alors là, je vais faire un truc qui est compliqué, c'est de parler à la place de mon auteur.
C'était évidemment une question que je préférais que vous lui posiez à elle, mais puisque c'est moi qui suis là, je ne vais pas la contourner. J'aurais Je bien pense que aimé. la réponse, je pense que la difficulté que vous soulevez est, à mon avis, qu'il faudrait plus aller chercher du côté des métamorphoses de vide, malgré, voilà, puisque vous l'avez lu, vous savez à quel point la fabrique est moderne, mais ce qui soutient cette création incroyable, c'est 10 ans de travail, hein, c'est 10 ans de travail dans la vie de cette jeune femme. Ce qui soutient tout ça, à mon avis, est plus proche des métamorphoses que de Connelly ou de Welbeck, pour prendre des exemples positifs, évidemment. Mais en fait, cette démarche qui est qu'est-ce que le roman a à dire d'un sujet qui est la mutation du langage, sur la mutation de la pensée, et donc de l'esthétique, et de la philosophie et de l'être, vous l'avez lu en entier? Oui, c'est dans mes habitudes. Donc, non, mais si vous l'avez fini, vous comprendrez ce que je veux dire. Avec cette chose évidente qui est ce mouvement, qui est à la fin très appuyé, qui est Orphée. Hein. Bon, les autres, désolé, mais je ne pense pas trop le cacher. Mais qui est ce passage vers une nature qu'on n'attend pas du tout. De commencer sur Instagram et de finir dans une nature primaire, violente, létale, emplie je ne sais pas, on pourrait y trouver les mères les mères dans le sens les M accent grave RES, hein, les mères du Faust de Goethe ou les puissances primaires de la nature de l'antique, celles qui font peur, quoi, la nature qui est une puissance avant toutes les autres, quoi. Et ce grand mouvement-là fait que, à mon avis, on en arrive à votre question qui est à quoi la rattacher. Dans un premier temps, il y a eu quelques comparaisons avec une sorte de certains critiques ont dit un peu une sorte de jeune Welbeck parce qu'il y avait une modernité de ton qui faisait et une lumière un peu crue. Voilà. Ça a été compliqué. Si vous voulez une référence à laquelle je crois, moi je pense que c'est vraiment, en fait, elle est tellement moderne qu'elle est un grand écrivain archaïque. Et si on devait trouver une esthétique comparable, je pense que la seule qu'on pourrait trouver, et elle est d'accord avec moi, c'est un cinéaste, c'est Gus Van Sant. Gus Van Sant, obsédé par l'adolescence, avec une esthétique qui laisse toujours de la place à la philosophie. Et un double questionnement de Gus Van Sant quand même, toujours. Lui, c'est l'image et le corps. Francesca, c'est le langage et le corps. Mais il y aura beaucoup de passerelles que vous trouverez évidemment, plus entre Elle a menti pour les ailes et un film comme Éléphant, ou je ne sais plus comment s'appelle, celui sur le skater, ou même évidemment son sublime My Own Private Idaho. Là, vous trouverez une esthétique commune, à mon avis, quelque chose de très fort, de très partagé. Amandine? Bonsoir, moi j'avais une question un peu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que donc il y a toutes ces maisons d'édition, quand vous travaillez sur le catalogue commun, est-ce que c'est déjà arrivé que voilà, il y a une proposition de roman d'une de ces maisons qui ne conviennent pas à ce catalogue commun et qui du coup portent à discussion sur certains sujets, notamment je pense à des sujets qui sont parfois un peu tabous ou polémiques, et comment vous gérez ça? Non, ça n'est jamais arrivé. Mais est-ce que vous avez une idée précise pour m'aiguiller? Tabou, polémique, vous pensiez à quoi? La question l'a fait bugger. C'était vraiment tabou. Alors. Je sais pas, je pense pas à quelque chose de particulier, mais il y a certaines choses, c'est difficile de... Enfin voilà, il y a des romans parfois qui veulent être publiés et ça porte à discussion, et voilà, est-ce qu'on publie... Il nous arrive d'avoir des énormes désaccords politiques, hein, parce que la littérature, c'est aussi de la politique. Je vais vous en donner un pour ne pas esquiver la question très concret. Par exemple, alors, attention, hein, pour aller vite dans la discussion, je vais utiliser des caricatures. Vous me permettrez ça. Mais aux éditions Anne Carrière, on a une fabuleuse éditrice qui est donc Camille Emmanuel et qui a une collection qui s'appelle Sex Appeal et qui publie notamment, pas que, mais notamment des féministes. Par exemple, Maya Mazorette. Et d'autres. Et aux éditions La Ville Brûle, une des choses les plus importantes de leur catalogue, c'est vraiment un combat féministe. Voilà. Tout le monde sera d'accord, donc là je sais que je ne fâcherai personne en disant que c'est des féminismes qui n'ont rien à voir. Si on devait caricaturer, vous avez un peu les deux grands camps qui s'affrontent, hein. Un féministe universaliste un peu qui est très pro-sexe, pro-construction avec les hommes, et un féministe très radical anti-patriarcal qui est celui de La Ville Brûle.
Donc, il arrive souvent, et c'est un vrai plaisir, qu'on parle de livres et qu'on ne soit pas du tout d'accord. Mais il n'arrive absolument pas qu'à un moment, quelqu'un reproche à l'autre de publier quelque chose qui ne lui plaît pas. Ça serait le monde à l'envers. On n'est pas là pour ça. Puisque de toute façon, Est-ce il que y a une ça répond à indépendance. votre question de détail ou pas? Mais est-ce que ça Oui, répond oui. précisément à votre question? Je me rendais pas compte à quel point, voilà, justement, il pouvait y avoir des désaccords et comment vous arriviez à surmonter ces désaccords pour quand même avoir un catalogue commun qui fasse sens. Ah non, mais je me souviens d'une réunion où Marianne avait copieusement engueulé le pauvre David parce qu'elle trouvait que un de ses auteurs était trop de droite. Mais David, qui n'est pas franchement de droite en plus, le pauvre. Mais ça peut arriver, mais ça fait partie du plaisir. Bien sûr qu'on s'oppose de temps en temps, pas de façon très violente, mais de façon véhémente. On a des avis, non, oui, comme tout le monde, mais c'est la beauté de l'édition. Je suis très, très... je suis comme beaucoup, c'est dû à mon âge, hein, qui n'est pas encore, je l'espère, vénérable, mais quand même déjà un peu avancé. Je suis très, très effrayé par, même au sein de l'édition, une progression des cultures des cultures identitaires trop forts et des pavillons, des forteresses idéologiques trop fermées. Voilà. Par exemple, moi, au sein des éditions Une Carrière, je vous ai dit que j'avais cette formidable collection dirigée entièrement par Camille Emmanuel, qui est Sex Appeal. À côté de cette collection qui a cette identité propre et qui est vraiment celle de Camille, je publie une jeune femme que j'adore qui s'appelle Peggy Sastre, qui est un peu devenue la bête noire des néo-féministes. Et je publie aussi à l'autre bout du spectre bientôt une jeune féministe très... Pardon, ça, encore une fois, c'est vraiment pour aller très vite. Hein, mais je dirais, en apparence plus misandre, un peu dans la lignée de « Moi, les hommes, je les déteste ». J'aime bien, moi, en tant qu'éditeur, avoir comme ça à ma table, recevoir, en l'occurrence ces femmes, parce que ce sont des femmes, qui sont radicalement opposées en tout, à chaque ligne, chaque bout de pensée. Moi, ce que j'aime, c'est leur donner la parole. Il y a évidemment des choses que je ne publierai pas, on a tous nos limites. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un plaisir. Mais déjà, arrivé récemment, c'est assez nouveau, depuis 2 ou 3 ans, de me retrouver face à des très jeunes libraires, souvent, qui comprennent plus ça. Qui sont dans des engagements tellement, voilà, qui veulent plus vendre tel livre, ou qui trouvent que ça, c'est un scandale, ceci, c'est ça. Voilà. Mais je continue à penser qu'on a une de nos plus grandes et plus belles responsabilités, c'est évidemment la pluralité humaine, la diversité des opinions, des poétiques, des engagements, voilà. Donc, en ce qui concerne notre tablé, ouais, de temps en temps, on s'engueule un peu. On s'engueule même pas vraiment. Mais de temps en temps, on s'oppose. Mais de toute façon, tout ça marche parce que chacun respecte énormément et joyeusement hein, la liberté éditoriale de l'autre. Justement, sur ces sujets un petit peu, alors pas polémiques, mais qui font un peu bouger les lignes, j'aimerais qu'on parle du fumoir de Marius Geoffrey, qui parle de ces Pourquoi c'est polémique ? Pas polémique, non, au contraire, c'est qui font bouger les lignes pour parler de ces individus qui sont internés pour leur bien, en tout cas de manière psychiatrique. C'est un roman plutôt fort en tout cas, on en parle très rarement dans les médias. Donc c'est important, je pense que ce roman, je crois que c'est un premier roman aussi. Marius est venu nous voir, j'ai beaucoup de chance avec ce texte magnifique qui nous a été apporté par une éditrice talentueuse qui s'appelle Elisabeth Samama, qui travaille pour nous mais qui est totalement indépendante, dans le sens où elle travaille avec d'autres maisons aussi. Et ce texte est bouleversant. C'est une première œuvre, je ne sais pas s'il faut parler de premier roman, c'est toujours compliqué cette étiquette, en tout cas c'est de la littérature. Et ça aussi, c'est une belle histoire parce que voilà, un autre fils d'eux, avec un nom de famille assez magnifique, mais pas si léger que ça à porter. Et c'est beau parce qu'il s'est saisi dans le domaine de l'autofiction d'une expérience importante, d'un thème important, il en a fait un bouquin génial. Mais, encore une fois, qu'est-ce qui en fait un bon roman ? Pardon, un bon récit, un bon texte. Enfin bref, qu'est-ce qui en fait de la littérature ? C'est que l'histoire est simple. Marius, jeune alcoolique, et je parle bien de la maladie et non de sa déclinaison mondaine. Hein. Jeune alcoolique, un jour, s'effondre dans une terrasse de café, se sent partir et appelle au secours son frère. Ses parents sont très très loin ailleurs dans le monde. Son frère débarque inquiet, c'est pas la première fois. Il le voit dans un état pas du tout dangereux pour les autres, hein, mais franchement préoccupant. Et comme c'est pas la première fois, il faut réagir et il l'emmène, et il a bien raison, hein, aux urgences psychiatriques de Sainte-Anne. Le lendemain, le jeune Marius se réveille, on lui fait passer il va voir un psy,
qui lui diagnostique une maladie aberrante, une maladie, si ça vous intéresse, qui s'appelle le Korsakoff, de diagnostic complètement faux et complètement dingue, mais gravissime et évidemment mortel, et le voilà très rapidement transféré. Bref. Et lui, évidemment, arrive à son rendez-vous en disant « Mais bon, ok, d'accord, merci de vous occuper de moi, je sais que je ne vais pas bien, mais quand est-ce que je sors ?» Et là, en gros, mais j'accélère un peu pour ne pas prendre trop votre temps, mais on lui dit bah, « Vous sortirez quand on décidera que vous sortirez. » Il dit « Mais ça, c'est quand ?» Et on lui répond ben, « On verra. » Et là, on rentre dans cette petite parenthèse française étrange qui est l'internement contre la volonté du patient. Qui parfois peut être bien motivé, hein, c'est pas le problème, mais qui est cet univers étrange où vous pouvez être citoyen français en 2020 et vous faire du jour au lendemain, tout à coup, par des gens qui ont cette autorité privée totalement de votre liberté basique d'être humain. Et donc, interné, mais ça veut dire vraiment enfermé. Lui a beaucoup de chance, il va se retrouver, donc il est transféré dans un hôpital psychiatrique du 13e, il va se retrouver enfermé 3 semaines, c'est rien 3 semaines. Sauf qu'au début, il a peur que ça dure beaucoup plus longtemps. Il a beaucoup de chance parce que ses parents ne sont pas n'importe qui et que quand ils vont pouvoir rentrer et s'occuper de l'affaire, ils vont faire ils vont pouvoir faire en sorte qu'il sorte. Mais la beauté de la chose, c'est que lui, quand il raconte ça, vous n'écrivez pas une thèse, vous n'écrivez pas un essai, vous n'écrivez pas un pamphlet, vous ne dites pas ces méchants de blouse blanche, ces Miss Ratchet en jupon ou pantalon qui veulent tous mon mal. C'est vraiment très très loin du livre. Il vous dit, voilà, pendant 3 semaines, j'ai rencontré des gens dans un no man's land, à côté du monde du droit. Et ces gens-là ne savent pas quand ils vont sortir. Ils voient une infirmière par jour et de temps en temps dans la semaine un médecin. Et en gros, un peu comme dans la justice de l'Empire romain, c'est la volonté du monde du dehors de les faire revenir qui dépend un peu de leur date de sortie. Et vous pouvez retrouver avec des gens qui ne sont évidemment pas en très bon état, mais qui ont 20 ans ou 50 ou plus, et qui errent dans cet endroit sans droit. Cet endroit sans droit, pardon, mais c'est vraiment ça. Et dont le futur ne dépend pas tant de leurs conditions et d'une éventuelle thérapie, mais du désir que les autres dehors peuvent avoir à les ramener dans le monde. Et ça, c'est bouleversant. Donc le roman est magnifique pour une raison simple, c'est qu'il parle très très peu de Marius, très peu, et beaucoup de cette petite collectivité humaine, unique et incroyable, réunie autour d'une chose, c'est le fumoir, parce que finalement, la réalité, c'est que ces gens ne font rien de la journée. Si ça a une critique virulente portée sur le système hospitalier, elle est que ce système hospitalier psychiatrique est tellement massacré au niveau des moyens et du personnel qu'il n'y a personne pour s'occuper des gens. Donc en gros, ils ne foutent rien de la journée. Et que ces gens errent dans ce no man's land et que la seule liberté qui leur est laissée de fumer, et que donc cet endroit où ils fument, c'est l'endroit où ils parlent. Et là où ils parlent, il y a un peu d'humanité parce qu'il y a un peu d'échange. Et ça s'est bien passé, parce que pour le coup, ça c'est encore un exemple positif. Ne croyez pas vraiment, ne croyez que mon métier, c'est plutôt de décevoir. Donc là, on ne parle que des exemples positifs, mais c'est vrai que tout le monde, tout de suite, a reconnu le talent de ce livre et qu'il a une presse absolument incroyable et donc une jolie carrière. Isabelle ? Alors, si je peux me permettre, moi je ne suis pas du milieu médical et encore moins du milieu psychiatrique, donc Dieu merci, pour l'instant j'y ai échappé, je touche du bois. Le roman est magnifique, ce qu'il en a fait est absolument sublime de cette expérience qui a priori effectivement est négative. Pour avoir discuté avec des gens qui travaillaient dans ce milieu, ils disent quand même que ce n'est pas super crédible en tant que tel. Après que le roman soit très beau et qu'il ait fait quelque chose de magnifique là-dessus, tant mieux, parce que c'est ça qui est important, je dirais, c'est le livre qui est important. Mais il semblerait que et après, c'est son ressenti aussi, donc c'est important. Voilà, c'est ce qu'il a ressenti lui, c'était d'être enfermé, d'être livré à lui-même, qu'il y ait une forme d'injustice quand même dans cet enfermement et qu'il n'avait pas le droit. Il semblerait quand même que dans la réalité, ce soit pas super possible. Mais bon, voilà, après, c'était juste un petit commentaire. Ça n'empêche pas que le roman soit magnifique, effectivement. Mais qu'est-ce que tu ne trouves pas super possible? Sinon, je ne peux pas te répondre précisément. Eh ben, il semble, encore une fois, hein, parce que du coup, moi, je me suis dit, c'est monstrueux quand même de pouvoir se retrouver comme ça, enfermé du jour au lendemain contre sa volonté.
d'après des gens qui travaillent dans le milieu médical, évidemment, ils ne vont pas dire « Ah ouais, absolument, on enferme des gens contre leur gré. » Donc, j'imagine que… Voilà, mais je voulais avoir quand même un Ah non, mais attention, j'ai mal exprimé une chose, parce que ça, c'est bien dit dans le livre. Le frère a signé, hein. D'accord, oui, c'est… Le frère a signé, mais le truc, c'est que, et ça je le crois, c'est qu'ils expliquent le truc où ils arrivent dans un état absolument incroyable. Quand il signe, il pense qu'il va faire interner son frère, mais 3 jours, 4 jours. Le truc que personne ne lui explique, c'est que l'autorité qui consiste à décider de quand il sortira ne dépend plus du frère ou de la famille, en théorie, sans l'avis d'un médecin. Oui, mais il semblerait qu'un médecin puisse pas prendre comme ça de décision. Mais encore une fois, bon, voilà. Eh ben, vérifiez, parce que selon lui, donc ça c'est quand même une affirmation importante, c'est 100 000 personnes par an. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, ça paraît quand même complètement, effectivement, complètement dingue comme truc. Bon, mais néanmoins, effectivement, il en a fait une. Enfin, il l'a Jusqu'ici, personne ne l'a contredit d'ailleurs. Hein. Ouais, ben, sauf le. Mais qu'ils prennent la parole, Le milieu médical n'est pas très réputé, n'est pas en souvent ce moment, réputé pour sa grande honnêteté. Ils sont un peu focalisés sur autre chose, le milieu médical, je crois. Alors, ceci dit, en plus, le livre n'est pas vraiment polémique dans le sens où, puisque vous l'avez lu, moi je trouve qu'en tant que lecteur, hein, ce qu'on en ressort, c'est qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. C'est pas tellement qu'ils sont entourés de gens méchants. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais ce qui ressort, et ça pour le coup, ça peut revenir problème de plein de choses, c'est le problème de moyens, quoi. C'est qu'il n'y a personne, et que le problème, c'est que ces gens-là, toute la journée, il n'y a pas vraiment suffisamment de gens pour s'occuper d'eux. Et ça, je crois l'avoir entendu souvent de la part du personnel hospitalier psychiatrique. Parce que vous avez vu, c'est pas, à part le faux diagnostic du départ, et les erreurs de diagnostic, ça peut arriver. Sinon, cette maladie de Korsakoff, normalement, c'est vraiment des vieux. Mais à part ça, il n'y a pas de sadique. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de Miss Pratchett comme dans Le Sujet de Coucou. Il n'y a pas quelqu'un qui veut le sadiser ou qui veut du mal ou qui lui dit je vais te faire lobotomiser, de faire des électrochocs. C'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est la déshérence totale de ce moment qui pour lui ne dure pas longtemps et qui dure beaucoup plus longtemps pour certains. De se dire ok, mais c'est quoi de se retrouver là et de voir un psy tous les 3 jours, quoi. Après, n'étant moi-même pas directeur d'hôpital psychiatrique, je laisse la parole aux experts, hein, pour le contredire, je veux dire. Benoît ? Oui, si j'active mon micro, c'est mieux. Oui, bonsoir Stéphane, merci pour ce passionnant livre encore une fois. Moi, je veux changer un petit peu de sujet et rebondir sur un de tes propos précédents à propos des libraires et de la difficulté du libraire. Bon, on va passer l'histoire du confinement. Il me semble, j'aimerais. Il me semble, mais je connais beaucoup de monde dans ce cas-là, il me semble que pas mal de maisons d'édition appartenant à ce collectif et que ça est-ce que, et donc ma question que j'anticipe, c'est est-ce que c'est une caractéristique de ce collectif, privilégie justement les entre guillemets petites librairies indépendantes ou les maisons de la presse. Je prends un exemple très simple qui me touche et que je défends à fond. Philippe et Marc à Mérignac. Ouais, mais c'est Philippe et Marc aussi. Voilà. Est-ce que c'est une caractéristique, est-ce que c'est une volonté aussi du collectif Anne Carrière de mettre en avant et de répondre positivement à ces entre guillemets petites librairies ou par soutien, on va dire, hein, ou est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron et celui qui se montre le plus enthousiaste remporte le colo? Alors, j'ai donné la réponse qui m'arrange et je vais donner la réponse sincère, c'est pas forcément la même. D'abord, pour que les autres comprennent, la maison de la presse dont on parle est absolument extraordinaire. C'est une petite maison de la presse à Mérignac, dirigée par un couple inouï, et qui, comme ça, imaginez une grande surface, enfin juste à côté d'une grande surface, dans un endroit improbable, sont devenus, mais en quelques années, hein, très rapidement, pour vous donner une idée, la maison de Mérignac, chaque année, est une des 20 librairies qui vend le plus de nos livres. Vous imaginez la différence entre une maison de la presse et Mola, pour prendre un exemple. Donc, c'est un exemple totalement incroyable. Bon, la réponse, c'est pas tellement que, si on les prend eux, c'est pas nous qui avons été géniaux en nous disant ces gens sont formidables, on va aller les rencontrer, pas du tout. C'est une rencontre, on est tombés fous amoureux les uns des autres, ça a commencé avec ma mère. Voilà, c'est juste une rencontre humaine et c'est difficile de ne pas craquer. Et puis quand on s'aime, c'est tellement agréable de travailler.
En ce qui concerne nos relations avec les libraires, nos relations avec les libraires sont globalement très bonnes et je parle des libraires indépendants, on les remercie énormément et on travaille beaucoup avec eux. Et évidemment, c'est un travail constant et important. Et je peux vous dire en toute honnêteté qu'évidemment, comme tous les éditeurs, quasiment tous, on est... c'est de l'ordre du mariage avec la librairie indépendante. De toute façon, on est interdépendants. Donc, pour autant, je pense qu'il y a il y a un peu d'enfumage à vouloir dire un peu rapidement, les petites maisons sont très proches des petits libraires qui font bien leur travail et les grandes maisons les ignorent. Je pense que ça, c'est un truc que les petites maisons adorent raconter et qui était très vrai il y a 20 ans. Maintenant, pour avoir beaucoup d'amis éditeurs et beaucoup d'amis qui ne sont pas éditeurs mais qui travaillent dans des grosses maisons d'édition, je pense que c'est tout simplement plus vrai du tout. Vous avez des responsables de librairie extraordinaires dans les plus grosses maisons d'édition. Vous avez des éditeurs, alors il y a tout, hein, il y a aussi des exemples négatifs. Vous avez des éditeurs très proches de la librairie indépendante dans les plus grosses maisons d'édition. Et si, d'une façon générale, on devait transcrire un mouvement, je dirais que l'édition a depuis quand même longtemps, c'est-à-dire, bon, en tout cas pour ce que j'ai pu voir dans les 10 dernières années, radicalement, pour les plus gros, changé ce qui pouvait être à un moment un peu d'éloignement avec la librairie indépendante. À tel point qu'on en est arrivé à un moment compliqué, puisque de plus en plus les maisons d'édition investissent sur la relation libraire, c'est-à-dire un travail de relation avec la librairie en plus du travail des représentants, et que le comble, mais c'est un vrai problème et un problème dont on discute beaucoup, c'est que maintenant on en arrive à ce que de plus en plus de libraires de taille modeste nous disent on est désolé, mais en fait on n'a plus trop le temps là, vous êtes trop nombreux à nous parler. Vous êtes trop d'éditeurs à avoir des relations libraires, on passe notre temps en rendez-vous, c'est-à-dire les représ d'un côté, puis vos relations libraires. En fait, avant, on avait l'impression d'être un peu éloignés, et maintenant, vous êtes tout le temps sur notre dos. Donc, il faut faire attention aux caricatures. Hein. L'édition indépendante, évidemment, par définition, et c'est normal, et elle a bien raison de le faire, a tendance à vouloir se dire qu'elle fait des choses mieux que les grands. Ce n'est pas toujours vrai pour autant. Voilà. Donc, oui, on a besoin de la librairie indépendante. Oui, on y passe énormément de temps et pour le coup, c'est un vrai plaisir parce que c'est quand même de la relation humaine, professionnelle assez simple et assez directe. Quand on va bosser avec un libraire, on parle des moments. Mais non, c'est un peu une vision qui nous arrange et un peu du marketing et un peu de la propagande de dire que les petits sont formidables et qu'ils ont toutes les vertus humaines et qu'ils ont tout compris à la chaîne du livre alors que les gros sont des méchants. Ça, c'est un peu du bullshit. Soyons honnêtes. Deuxième chose, soyons honnêtes, hein, un petit libraire, un éditeur indépendant de petite taille, aussi chic soit-il, aussi adoré des librairies indépendantes, quand il a ses rendez-vous avec les grands comptes Fnac ou Amazon, il fait son taf. Hein. Il ne leur fait pas la tête. Hein, et il est très content. Faut bien vivre. Il est très content de travailler avec la Fnac, Amazon, Cultura et tous les autres, et les Leclerc. Et voilà. Et en plus, si vous voulez, il y a une injustice là-dedans, c'est que moi, je suis quand même dans l'édition depuis tout petit. Il faut faire un peu attention aux effets de snobisme. C'est la librairie indépendante, c'est merveilleux, mais il y a beaucoup de formidables libraires indépendants qui ont commencé à la Fnac. Il y a à la Fnac encore aujourd'hui énormément de libraires formidables, qui connaissent, qui ont une culture classique, une culture du fond, une culture de rayon géniale. Il y a des libraires extraordinaires chez Cultura. Et moi, chaque année, je vais faire une présentation devant 240 libraires Leclerc. Et je veux dire que là-dedans, c'est un plaisir. On a des magnifiques discussions. Donc, attention aux étiquettes de Small is Beautiful. Hein. Vous trouverez toujours un libraire indépendant de petite taille totalement imbuvable. Et vous trouverez des gens formidables chez Leclerc. La librairie, c'est une question humaine. C'est un travail d'attachement et d'acharnement sur qu'est-ce qu'on aime dans le livre et la façon dont on est capable de le porter. Vous avez cité cette petite maison, cette petite librairie de Mérignac qui est portée par 2 individus formidables. Et donc, des bons libraires, on en trouve partout. Absolument partout. Que ça fait du bien d'entendre ça. Je crois que vous êtes un des seuls éditeurs à oser dire ça déjà, parce que je trouve que c'est une parole plutôt courageuse, surtout dans l'espace actuel. Ça fait un bien fou d'entendre ça et de voir une absence de manichéisme et d'éviter cet élitisme. En effet, il y a des gens très bien partout, que ce soit en indépendant ou pas. L'étiquette indépendante
ne permet pas une hiérarchie ou une suprématie par rapport aux autres. Alors, merci Stéphane de ce discours. Oui, et puis il y a même des histoires, il y a des histoires magnifiques. Par exemple, il y a un truc en librairie qui pourrait être raconté, c'est la génération du Virgin Megastore. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, alors je parle aux gens de mon âge, parce que je vois qu'il y a quand même quelques jeunes avec nous. Mais il y a eu ce moment unique, cette boutique incroyable, démesurée, cette hubris totale, ce Citizen Kane de ouf d'anglais là, qui nous avait ouvert le Virgin Megastore. Il n'empêche, on peut en penser ce qu'on en voulait pour ceux qui avaient l'âge. Et moi, j'étais ado, le Virgin Megastore, c'était la Mecque, c'était génial, c'était le temple, on pouvait passer la journée, c'était formidable. Bon. Mais aujourd'hui, en ayant grandi, je travaille de plus en plus avec des gars et des filles de mon âge qui ont fait leur classe en librairie au Virgin Megastore. Et ben, je peux vous dire un truc, c'est une putain de génération. Il y avait du talent et ça se sent encore. Vraiment, vraiment, voilà. Et c'est important parce qu'on est un petit milieu, on passe à des endroits, c'est normal qu'on ait des discours. C'est normal que les libraires indépendants à un moment se fâchent contre la FNAC, n'empêche que la FNAC, c'est tellement important contre Amazon aussi, d'une certaine façon. C'est normal que les gros, les petits, chacun trouve son truc. C'est normal que les éditeurs indépendants vous disent « Oui, mais moi, vous savez, je sillonne la France, ce qui m'intéresse, c'est les boutiques de 60 mètres carrés. » C'est normal, ça fait partie du jeu. Et en plus, je vais vous dire, la plupart du temps, c'est totalement sincère. Mais la réalité, c'est qu'on a une vaste chaîne qui a du talent partout, partout. Et que globalement, encore une fois, hein, moi je viens pas du tout j'ai quand même passé 10 ans de ma vie ailleurs que dans le livre. L'édition, c'est quand même pas mal de bonne volonté. Globalement, je vais vous surprendre, hein, mais dans l'édition, je trouve qu'on rencontre pas mal de gens qui aiment les livres à tous les étages et dans toutes les fonctions. Parce qu'en plus, le truc, c'est qu'on parle des éditeurs, on parle des auteurs, on parle des libraires, enfin, on parle de tout ce qui est chic en surface. Mais ce qui est intéressant quand on bosse dans l'édition, c'est quoi? C'est tout le reste aussi. Hein. C'est les représ. C'est un des boulots les plus ingrats et les plus importants d'édition, les représentants. C'est les attachés de presse. L'attaché de presse, c'est le métier le plus dur au monde. Hein. C'est quand ça marche, c'est grâce à l'auteur. Et quand ça ne marche pas, c'est à cause de l'attaché de presse. C'est community manager, ça c'est un métier nouveau, mais c'est pareil. Mais c'est la direction financière. Parce que croire que les directions financières dans l'édition n'aiment pas les livres, c'est une grosse... Enfin, et puis quand vous allez dans un entrepôt de distribution ou quand vous allez chez un imprimeur, il faut aller parler avec un conducteur, ça s'appelle un conducteur de machine dans un imprimeur, c'est bouleversant, quoi. Là, vous allez avoir de l'amour du papier, hein, c'est quelque chose de très concret. Et quand vous parlez, je ne sais pas, de services généraux, on a une vaste chaîne d'un petit milieu, et globalement, je vous jure, le truc qui est sympa, c'est que les gens, ils aiment vraiment ce qu'ils font. Le lien est parfait avec l'amour du papier, puisque c'est elle qui va parler à présent, et c'est une spécialiste du papier. Donc, c'est très bien. Taël, à toi. Il faut juste activer ton micro. Oh, Taël! On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Taël. Taël, je veux te voir. Je veux que tu actives ta caméra, s'il te plaît. Ah non, on la voit, mais on ne l'entend pas. Parce qu'avec Taël, je balance, hein, mais avec Taël, il arrive qu'on boive des coups. Ah, en plus? Ah, bah alors là... Il arrive qu'on se retrouve à des occasions sympas pour boire des verres. Alors, on a hâte qu'elle parle. Ça doit se raréfier, là. On t'entend de façon lointaine, mais on t'entend. Alors, je vais changer de micro. Vous m'entendez mieux, là? Ouais. On se rapproche pour la caméra. Vas-y. Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Antoine, et là? Ah, là, c'est mieux, là. Oui, là, c'est bon. On n'a plus le tympan, c'est bon. Parfait. Bon, Taël, je sais que tu as des dossiers sur moi, tu ne les sors pas. Je ne sors pas les photos, pas les dossiers. Non, non. Je suis plutôt spécialiste des questions sur le papier que sur le papier, mais j'avais quand même une première question qui était est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes fournisseurs, les mêmes imprimeurs? Est-ce que cette année 2020 t'a forcé à faire des choix économiques sur ce sujet-là? Et après, j'avais une deuxième question qui n'a rien à voir. Merci pour cette question. Donc, ma deuxième question, c'est plutôt sur l'adaptation cinéma. Est-ce qu'il y a parmi les livres que le collectif publie des livres que tu aimerais voir adaptés au cinéma?
Ok, pour la question des fournisseurs, aujourd'hui j'ai délégué ma fab, donc c'est la fab du Seuil. On continue à travailler avec beaucoup d'imprimeurs français. Et tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Et je vais même aller plus loin et je vais te dire un truc, c'est regarder certains petits éditeurs très marqués à gauche et regarder où ils publient leurs livres. C'est assez rigolo. Moi, j'ai toujours dit qu'on est une chaîne. Alors, c'est vrai que tout petit, j'ai traîné chez les imprimeurs. Hein, donc ça, j'avoue. Hein. Et puis, les imprimeurs, c'est l'édition à l'ancienne. Hein, c'est des longs déjeuners, des longs dîners, t'aimerais bien. On parle beaucoup de livres, on parle beaucoup de vin. Et puis, c'est un savoir-faire extraordinaire. C'est certainement le maillon de la chaîne dont on parle le moins, l'imprimerie. Et c'est certainement depuis 20 ans le maillon de la chaîne qui souffre le plus. C'est une urgence économique totale de maintenir nos imprimeurs français. On n'en parle jamais. S'il y a des gens qui méritent des subventions, pour moi, les premiers de la chaîne, c'est eux. De garder de l'impression en France, c'est un métier magnifique. Et c'est un des métiers qui emploie. N'oubliez jamais un truc dans la chaîne du livre qui ne dit jamais, c'est qu'on stigmatise ou on invisibilise, pardon pour ce néologisme que je déteste d'habitude, beaucoup, souvent, deux maillons de la chaîne. On parle très peu des imprimeurs et on dit souvent un peu du mal, on met dans le camp des méchants les distributeurs. Eh ben, toute personne dans l'édition devrait un jour aller voir une imprimerie et aller voir un entrepôt. Parce que là, il y a une chose merveilleuse qui s'appelle les ouvriers. Et les ouvriers du livre, c'est certainement ceux dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais. Et c'est des métiers passionnants, ce sont des métiers formidables, faits par des gens incroyablement dévoués et compétents et qui ont des compétences rares. Et ils emploient beaucoup. Ils emploient beaucoup plus qu'une petite maison d'édition, par exemple. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas très sexy, apparemment, parce que bon, les médias, apparemment, ne font pas beaucoup de dossiers sur eux, choses comme ça. Mais voilà, vraiment, moi, si j'avais une volonté politique, ce serait de dire gardons notre filière de l'impression française, qui est en train de se réduire à quasiment un acteur. Enfin, c'est vraiment difficile. Les fermetures n'ont pas cessé ces 20 dernières années. C'est pas dans des banlieues très chics, c'est un peu loin de Paris. Voilà. Et pour autant, c'est vraiment majeur. Donc ça, c'est là pour l'approvisionnement. Et ta deuxième question, c'était sur l'audiovisuel. Ouais, ça se passe super bien. On a la chance aujourd'hui d'avoir accès à un service audiovisuel qui s'appelle Mediatoon et qui appartient au groupe Média, qui est dirigé par un surdoué qui s'appelle Laurent Duvaux, à qui je rends totalement hommage, et son équipe, hein, parce qu'il est loin d'être seul, et toute son équipe est formidable. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de très beaux projets audiovisuels en cours. Je ne vais pas pouvoir vous en parler plus parce qu'on est en train de négocier les choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur le point de signer un des plus gros contrats de tous les temps à Hollywood. Quand même. Voilà. Donc, on en reparlera. Un des plus gros contrats d'édition de tous les temps avec un des plus gros studios hollywoodiens et avec... voilà. Donc, on en reparlera bientôt. Oui, c'est important pour nous, c'est important pour nos auteurs. C'est un métier compliqué, très mal compris dans la chaîne, hein, parce que le service de l'audiovisuel, c'est beaucoup de travail pour très peu de revenus. C'est plutôt un centre de perte pour les éditeurs qu'un centre de coût. Mais voilà, ça fait partie du rayonnement de la littérature et donc de la culture, et c'est important. Antoine ? Pardon. Antoine, oui. Bonsoir Stéphane. Alors j'ai deux questions. La première, je vais faire comme souvent, c'est-à-dire qu'on est 30, mais je vais parler de marotte assez personnelle. Je crois savoir de sources sûres que vous aimez bien la boxe. Alors moi, j'aime bien la boxe et les livres. J'imagine qu'on Qui a balancé Dis-moi qui a balancé. Boxe peut-être aussi, lui aussi. Un libraire. Il n'y aura pas de nom donné, évidemment, ce soir. Un libraire de l'Est parisien. Non, il s'appelle Jean-Sébastien, c'est un de vos auteurs, j'en dirai pas. Jean-Sébastien, d'accord, pardon. Bref, donc j'aurais souhaité savoir, attendu que j'aime bien moi-même les livres et la boxe, si jamais vous receviez des textes un peu sur ce sujet, si vous comptiez en faire, si vous en aviez déjà fait, ce qui pourrait vous bloquer si ce n'était pas le cas. Bref, voilà, ça peut être une réponse brève, peu importe, ça me taraudait. Et la deuxième question, mais qui recoupe peut-être un peu ce qu'on pourrait attendre d'Anthony dans 2-3 questions, c'est-à-dire les sorties que vous préparez pour cette fois-ci, la prochaine rentrée littéraire, parce que maintenant, il y a 8 rentrées littéraires dans l'année, donc il y en a aussi une en janvier, février, etc. Donc, savoir ce que vous prépariez dans un futur proche qui pourrait nous intéresser.
Alors, la première réponse est très simple, parce que là, pour le coup, je vais être très, très affirmatif. Il n'existe absolument pas de bons ou de mauvais sujets et des bons ou des mauvais livres. Et vraiment, j'ai rien à ajouter là-dessus. Pardon, mais vraiment rien. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas reçu les manuscrits qu'il fallait. Si je... Est-ce qu'on a fait des livres intéressants sur la boxe? Non. Je crois pas. Non. Si, ça remonte. Mais ça remonte tellement que... Peu d'éditeurs publient sur ce sujet-là, d'ailleurs. Hein? Peu d'éditeurs publient sur la boxe. Non, vous rigolez ou quoi? Il y a plein de personnages boxeurs. David Fauquembert a écrit un magnifique roman sur la boxe chez Fayard. Et encore, attendez, je vous cite lui, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu aussi, qui avait écrit Ali alias Ali? Chez Monsieur Toussaint Louverture, Frédéric Roux. Vous aviez lu Ali alias un livre incroyable? Non, mais il y en a plein des livres sur la boxe. Non, là, je vous trouve dur. C'est effectivement une de mes passions dans la vie. Et la boxe est très littéraire et elle a toujours été bien représentée. Non, que ce soit dans la littérature de genre ou dans la littérature blanche. Mais en prenant les deux exemples qui me viennent à l'esprit, de choses qui m'ont marqué, c'est David Fauquembert et Frédéric Roux, ouais, qui étaient les deux beaux livres que j'ai lus sur la boxe dans les dernières années. Mais il y en a d'autres, hein. Non, mais vraiment, sachez-le, moi j'ai absolument, ça n'existe, la case sujet n'existe même pas. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais un... Voilà, je vais publier l'année prochaine, puisque vous me demandez, à très peu d'intervalle, un roman d'autofiction qui pourrait être entre... Pardon, hein, encore une fois, c'est toujours délicat les comparaisons. Un roman d'autofiction quelque part entre l'inceste et Vanessa Springora, de pure autofiction française, et je vais publier un magnifique roman en janvier dont je vous reparlerai après, et puis pas longtemps après, je vais lancer une sorte de Game of Thrones steampunk. Oui, c'est vraiment pas un sujet. Je vais donner un exemple d'un des livres qui a été un des plus belles aventures humaines pour moi et un des plus beaux. Vous devez connaître tous Yannick Granek. Ça, c'est Les Simples, qui a été son 3e roman, un gros succès. Mais quand elle arrive avec son premier manuscrit, que j'ai dévoré en quelques heures, j'ai carrément, c'est pas que j'ai posé un jour, c'est que j'ai arrêté de travailler. C'était la déesse des petites victoires. J'ai annulé tous mes rendez-vous jusqu'à ce que j'ai fini cet énorme manuscrit de 600-700 pages à l'époque. Le pitch sur le papier, c'était la biographie romancée de Kurt Gödel, mathématicien totalement obscur de Princeton au XXe siècle, quoi. Donc, si vous voulez, quand on vous balance 700 pages sur à part quand c'est votre marotte, mais sur la biographie d'un mathématicien qui en plus est un logicien, et que vous avez comme moi une formation scientifique, c'est pas approximatif, ce serait une blague, c'est pas le sujet qui compte. Bon, il a fallu quoi? Je dois pas exagérer en disant 10, 15, 20 pages pour que je sache, mais ardemment, que je tenais entre les mains un truc absolument extraordinaire, et la suite l'a merveilleusement confirmé. Donc vraiment, non, jamais les sujets, jamais. Donc ça me fait une transition vers votre deuxième question. Il y a tellement de livres merveilleux qu'on va publier. On a une très très belle année l'année prochaine, hein. Vraiment très forte. Et ce qui va être douloureux, c'est que, donc pardon si un jour un de mes auteurs que je ne cite pas tombe là-dessus, mais je suis obligé de ne pas vous garder jusqu'à minuit. Mais pour vous citer des choses, je vais essayer de vous citer des choses justement très différentes, parce que ça, c'est la beauté de mon métier. On va publier un livre qui s'appelle, un roman en janvier, qui s'appelle Come Prima. Et Come Prima, c'est un roman d'amour magnifique. Si certains parmi vous sont comme moi totalement accros aux comédies et aux drames du cinéma italien des années 50, 60 et 70, imaginez Marcello et Claudia. Et c'est un magnifique roman d'amour d'un homme qui, arrivé à la fin de sa vie, à peu près tout réussi, tous les objectifs qu'il s'est donnés. Il a publié un roman, ça a marché. Il a publié des essais, ça a marché. Il a sa gloire, il a sa ville préférée qui est Rome. Il arrive dans la dernière partie de sa vie et il est accompagné d'une femme merveilleuse, son épouse, qui lui veut énormément de bien. Elle se donne beaucoup de mal pour qu'il soit heureux. Elle est réussie. Et un jour, quand le roman commence, il reçoit un email et c'est une femme qui lui écrit et qui lui dit « Je serai dans 11 jours à Rome, j'aimerais prendre un café avec toi. » Et c'est tout.
Et nous, en tant que lecteurs, on sait tout de suite, évidemment, c'est assez simple, que ça a été la grande passion de sa vie, son seul immense amour. Et qu'au-delà de ça, c'est un amour tellement passionnel et tellement dangereux qu'il a fallu, une fois dans sa vie, cet homme qui a tout réussi a failli tout perdre. Il a failli tout rater. Et de façon majeure, hein, vraiment, vraiment, il a frôlé la catastrophe. Et le livre entier, c'est 11 jours qui passent avant ce rendez-vous, et où, d'une part, pour le lecteur, le personnage nous offre le récit de cette passion, et pour le personnage lui-même, il se pose une question absolument simple et majeure, et qui est, est-ce que je vais à ce rendez-vous avec un espoir? C'est-à-dire que est-ce qu'à mon âge, alors que tout me sourit et que je suis heureux, je suis prêt à foutre ma vie en l'air parce que, et ça c'est la douloureuse beauté de la chose, l'affirmation qu'il ne peut pas mettre de côté, c'est que depuis le moment où il a reçu ce mail, il se sent à nouveau vivre. Et que la seule fois dans sa vie où il s'est senti vivre fort, c'est quand il a failli tout perdre parce qu'il était fou, passionné, amoureux de cette femme qui objectivement ne pouvait que l'amener à la catastrophe. Donc c'est un sujet classique qui est la différence entre la passion et l'amour. Et c'est absolument incroyable. Et à côté de ça, dans ce grand roman classique qui est plutôt voilà, à côté de ça, on va publier peu après une autofiction que j'ai évoquée tout à l'heure, qui s'appelle si mes souvenirs sont bons, et qui est l'histoire vraie et douloureuse en réponse. Vous savez, bon, j'imagine que certains parmi vous ont lu le livre de Springora. Et quand on enlève tout le sensationnel autour le sensationnel dans le mauvais sens du terme, hein, autour de l'affaire Massenet-Springora, je trouve que l'auteur a dit cette chose, elle a dit plusieurs choses magnifiques dans ce livre, mais elle a dit cette chose incroyablement forte qui était, en fait, j'ai passé des années à me demander si, comme le monde me le renvoyait, il était si anormal que moi, jeune femme, je me suis passionné pour un vieux type. Bon, il se trouve qu'en plus, elle a découvert que c'était un vieux type assez dégueulasse, mais en tout cas, un vieux type. Et elle répond, Springora, bah non, en fait, non. Moi, j'avais, jeune, le droit d'aimer qui je veux. Mais peut-être que le problème n'était pas chez moi, peut-être que le problème, il était chez lui. Est-ce qu'un vieux bonhomme, lui était dégueulasse, mais même s'il n'avait pas été dégueulasse, lui avait à se sentir libre de m'aimer en retour. Voilà. Je trouvais ça absolument génial, ce truc de prendre le temps et que la résilience lui permette de reposer la question comme ça. Pourquoi je parle de cette affirmation de Springora? Parce que dans ce livre de Delphine Benatar, si mes souvenirs sont bons, elle raconte sa vie et sa jeunesse. Et c'est l'histoire c'est Tristan et Isolde, hein. C'est l'histoire d'une enfant, alors précoce sans doute, mais dont le père, avec sa bande d'amis, se retrouve tous les étés à Ibiza. Et un jour, l'été de ses 8 ans, elle croise du regard, et elle a un échange de regard avec un jeune ado de la bande qui en a 15. 8 et 15, vous voyez l'absolue impossibilité de la chose, le tabou total. Et ce regard est un regard, pour elle, hein, enfant de 8 ans, même pas pré-ado, un regard d'une évidence amoureuse. Et cet auteur, Delphine, donc souvenez-vous, c'est de l'autofiction totale, va nous raconter la plus grande histoire d'amour de sa vie, qui est une histoire d'amour de 10 ans, qui commence à 8 et finit à 18, où vous être passionnément et totalement et entièrement consumé d'amour pour ce jeune homme, de l'âge de ses 8 ans à l'âge de ses 18 ans. La grande beauté tragique de la jour, alors le jeune homme, évidemment, au début, ne veut pas en entendre parler, résiste, mais en même temps est troublé, et puis au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est à force de cet amour devient de plus en plus troublant. C'est facile de mettre de côté une enfant de 8 ans, ça peut être plus difficile de ne pas être troublé par la force de l'amour d'une jeune fille, d'une ado de 13, puis d'une jeune fille de 15. Enfin, en fait, il ne va rien se passer, enfin, dans le sens coupable, parce que la beauté de cette histoire et sa grandeur tragique, c'est qu'à la différence de Springora, les adultes vont jouer leur rôle. C'est le roi Marc, c'est pour ça que je parlais de Tristan et Isolde. Mais pas des adultes cons, bourreaux, méchants, ne vous revoyez plus jamais, mon Dieu, la faute, le péché. Non, non, des adultes bienveillants, comme on aimerait tous s'imaginer des parents, juste qui veillent et qui portent l'interdit. Et l'interdit va être fort et il va être entendu du jeune homme qui se définira lui-même comme à un moment, oui, d'accord, je t'aime, mais non, ça ne m'est pas permis. Sauf que c'est une histoire sur 10 ans et c'est une histoire dont l'auteur vous raconte que si elle en comprend l'interdit aujourd'hui, il n'empêche qu'aujourd'hui, femme, 45 ans, mariée, des enfants, tout ça, non seulement ça reste la plus grande histoire de ce monde de sa vie, non seulement ça reste ça, mais ça reste la plus grande tristesse de sa vie et ça reste finalement la chose qui, selon elle, la définit tout entière pour toute une vie d'adulte. Donc c'est une tragédie absolument incroyable, magnifiquement racontée, où
deux êtres humains s'aimant finissent par s'être croisés, frôlés, mais en ayant respecté les interdits non critiquables, évidemment, de la société. Et c'est un échec absolument extraordinaire. C'est une expérience de vie bouleversante que vous lirez comme... C'est Paul et Virginie, c'est Tristan et Isolde. Et si je voulais le vulgariser, je dirais, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Springora si les parents jouaient leur rôle. Sauf qu'évidemment, le jeune homme, il a 15 ans et c'est loin d'être un vieux dégueulasse comme Maznef. Hein, c'est pas du tout un pédophile, c'est juste un jeune homme troublé et qui d'ailleurs tiendra bien son... Il veut pas être un sale type et il ne le sera pas. N'empêche que ça laisse deux grosses épaves à la fin, des grosses épaves, pardon, ça faut dire ça, mais des épaves sentimentales, hein, des gens vraiment blessés, et c'est absolument... voilà. Donc, je voulais vous donner ces deux exemples pour un roman magnifique, classique et de l'autofiction complète. Et comme je ne veux pas non plus vous en mettre je peux vous parler pendant des heures de mes livres. Ça, c'est le problème. Je deviens très bavard et j'avais commencé en disant les éditeurs adorent s'écouter parler. Donc, je vous en prie, posez-moi des questions plutôt. Amandine, c'est à toi. On pourrait vous écouter longtemps parler. Hein. Bonsoir et merci pour cette rencontre. Alors moi, j'ai une question un peu orientée aussi. J'ai fait comprendre que Taël parlait beaucoup de papier et qu'il y avait, je me souviens plus son prénom, qui parlait beaucoup de boxe. Moi, je suis très intéressée par la traduction. Donc, j'aimerais savoir quelle est la part d'ouvrages publiés qui est représentée par la traduction. Et ben, ma réponse sincère, c'est plus faible, malheureusement. J'ai commencé par beaucoup de traductions. Et la difficulté croissante économique de la vente de la littérature, je parle bien de littérature de qualité, fait que je suis de plus en plus méfiant, malheureusement, et de plus en plus peureux par rapport aux grandes traductions. J'ai eu beaucoup de chance en arrivant dans ce métier, parce que le premier livre que j'ai publié, c'est une jeune Nigériane totalement inconnue à l'époque, qui s'est révélée être Chimamanda Ngozi Adichie, et qui est devenue à la fois, pour mon plus grand plaisir, et une des plus grandes stars de la littérature mondiale, mais qui est partie bien vite chez Gallimard. Ensuite, on a eu la chance, évidemment, notre grande histoire, pour ceux qui nous connaissent, d'avoir été les éditeurs de Robert Glorick et de beaucoup d'autres livres de littérature étrangère. Et je continue à en faire, évidemment. Mais il est vrai, et je dois vous l'avouer, que comme de nombreux éditeurs, on ne peut pas dire qu'on est de petite taille, mais de taille raisonnable, la traduction est un coût, est un effort qui fait qu'on en fait moins. Voilà. Donc, on va continuer à en faire, mais pour vous répondre concrètement, sur 35 livres par an, ce sera 3 ou 4. Et une deuxième question, si je puis me permettre, si on vient vous voir avec un texte qu'on trouve fort et, admettons, une partie traduite en vous disant, voilà, je pense que ça correspond à votre ligne éditoriale, je pense que ce livre est fort. Est-ce que c'est une approche acceptable? L'anglais ou de l'allemand, vous avez toutes vos chances. C'est de l'anglais, donc comme ça. Alors, aucun problème. C'est très facile, okay. Faites-le. Très bien. Merci. C'est très facile. Hein. Vous me trouvez sur Facebook et vous me parlez sur, je ne sais plus comment ça s'appelle le truc, Messenger. Oui. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, comme c'est devenu très difficile, moi, je ne lis que 2 langues. Je suis bilingue en anglais, parce que j'ai travaillé la première partie de ma vie en anglais. Et je lis péniblement, mais je lis l'espagnol. Comme je suis le seul lecteur décideur dans la maison de littérature étrangère, j'ai peu de temps et donc je me rabats un peu sur l'anglais qui est quand même mon domaine de compétence privilégié. Et ensuite, il se trouve que pour l'allemand, on a eu beaucoup de gros succès en allemand parce que j'ai la chance, c'est vraiment l'insigne honneur d'être proche de Corinna Gepner, qui est sans doute la meilleure traductrice, je l'affirme, française de l'allemand. Et qui en fait est plus que traductrice puisqu'elle est éditrice pour moi en allemand et qu'elle choisit pour moi les livres allemands. On a eu grâce à elle ce magnifique bouquin Éclair lointain, c'est pas gagné, un pavé de 800 pages sur la bataille de Stalingrad. Vous imaginez comme là en termes de pitch on partait de loin, qui est un énorme succès parce que le livre est absolument incroyable, hein, c'est du niveau de Grossman, c'est fabuleux, et c'est elle qui l'a choisi et qui m'a dit qu'il faut le faire. Voilà. Et donc, quand Corinna Gepner parle, j'écoute, j'obéis et je publie. Ça, c'est pour l'allemand. Et pour l'anglais, c'est moi qui décide. Il n'y a aucun problème, vous pouvez m'en parler. Très bien, je vous remercie. Et on a oublié de dire, Stéphane, que tu étais romancier aussi. Tu fus romancier et traducteur. Alors, j'ai eu une expérience de traduction. Une magnifique. Ah, j'en suis. Là, pour le coup, voilà une vraie source de fierté dans ma vie. Et je ne m'en cache pas.
Vraiment, c'est un truc joyeux dans ma vie. J'en suis très fier d'avoir traduit les Dr Seuss. Ouais. Et c'est pas fini, j'imagine? Et très honnêtement, non, malheureusement, c'est fini. Mais j'en ai traduit 6, ce qui est déjà pas mal, et dont les principaux, hein, dont les plus difficiles notamment. Et j'étais très très fier parce que c'est quand même un truc, comme je connais beaucoup, enfin je suis beaucoup dans le milieu de la traduction, qui était un peu un graal des traducteurs. Et donc on m'attendait au tournant, parce que beaucoup de traducteurs ont rêvé de traduire Seuss. Et d'avoir eu les félicitations de l'Académie, en l'occurrence l'Académie c'est évidemment le syndicat des traducteurs, ça a été un, tu vois, donc quand on parle de flatterie et de moments dans la vie où vous vous sentez un peu fier d'avoir accompli quelque chose, la traduction de Dr Seuss, ça a vraiment été, ouais. Et par rapport à ta carrière d'écrivain, est-ce que tu continues d'écrire? Est-ce qu'au contraire, c'est derrière toi et tu te consacres totalement à l'édition? Ou est-ce qu'il y a des projets, entre guillemets, secrets qui germent? Je ne pourrais jamais vraiment arrêter d'écrire parce que je suis assez monomaniaque, je pense que vous l'avez compris, je suis un peu passionné, donc quand je ne publie pas, il faut que j'écrive. Enfin, si je ne publie pas, je lis, et si je ne lis pas, il faut que je fasse autre chose, et en général, c'est écrire. Donc, voilà, j'ai besoin de ça. J'ai publié quelques romans, j'en ai coécrit d'autres. Et maintenant, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout à l'aise avec la double casquette éditeur-écrivain, parce que toute ma journée, je considère que je dois la passer avec tous mes interlocuteurs à défendre mes auteurs, et je trouve que c'est compliqué quand on est éditeur. Mais même de façon naturelle et pas du tout méchante, hein, mais vous rencontrez, mon boulot, c'est un peu de rencontrer aussi des critiques. Et les critiques, on commence à se connaître. Hein, voilà. Et si vous voulez, si à un moment, vous êtes en train de défendre un bouquin et qu'un critique dit « Ah oui, mais j'ai vu que tu avais un livre qui sortait Parlement », c'est quand même très désagréable, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un vrai problème de déontologie. Donc, j'avais cru contourner le problème en écrivant récemment. J'ai publié, j'en suis très fier, hein, c'est pas un problème, un roman chez PKJ pour les adolescents, parce que ce n'est pas vraiment les mêmes cibles, et donc je ne me mettais pas en concurrence avec mes auteurs. Voilà. Et puis sinon, j'ai résolu beaucoup plus le problème, c'est que maintenant, à mon temps perdu, je travaille pour des producteurs sur des scénarios, des choses comme ça. Mais au moins, c'est une filière différente. Le problème pourrait ne plus se poser si jamais tu publiais, par exemple, dans une maison d'édition du collectif. Comme c'est le cas. C'est pire. Ça serait pire. Impossible. D'accord. Non, je peux pas. Quand même... Non, mais c'est simple, c'est que le collectif, c'est une chose. Ce serait pas un problème par rapport à mes camarades éditeurs. C'est juste que une maison d'édition, c'est pas des éditeurs, c'est ceux qui vous parlent. Mais une maison d'édition, c'est une addition de gens qui sont tous aussi importants les uns que les autres, hein, et ça va de l'attaché de presse à la directrice financière, à la personne qui s'occupe des sessions. Enfin, chacun est un maillon, c'est une petite légion, et pour que ça marche, il faut que les gens soient portés. Et vous ne pouvez pas leur demander les mêmes. Vous pouvez pas demander de travailler pour vous. C'est compliqué en tout cas. Jennifer ou Franck, je ne sais plus. Bonjour, là c'est moi. Bonjour. Voilà, moi j'ai une petite question, vraiment pour l'éditeur. On a remarqué que dans votre maison d'édition et même de manière générale, il y a le type de la saga, en fait, on en voit quand même, mais c'est jamais des Français. Enfin, il y a très peu de sagas françaises réellement. À chaque fois, c'est des sagas qui sont plutôt des sagas étrangères que les éditeurs en fait achètent. Mais vous pensez à quelle saga? Dites-moi, ça va m'aider. Par exemple, vous, j'ai vu, vous avez le projet Starpoint. Je ne parle pas d'Harry Potter, de toutes ces sagas hyper connues, même des Elena Ferrante, par exemple, au niveau des Italiens. J'en trouve pas les. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de saga française, en fait. Alors, je me disais, en tout cas, de très connues, comme celle-ci. Comment vous expliquez ça, en fait? Est-ce que c'est que les éditeurs n'aiment pas ce format-là, ou est-ce que les auteurs français n'en font pas? Enfin, d'après vous, c'est lié à quoi? J'ai deux réponses. La première, c'est que moi, j'adore les sagas, j'en publie, notamment des françaises, et vous en avez cité une dont je suis très fier, qui est Starpoint. Ah, c'est l'auteur est française. Marie-Laure Nava-Concin. Ah, oui, Marie-Laure Nava-Concin. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est important parce que moi, j'ai vraiment une passion, et depuis l'adolescence, pour la saga. Ce geste ample qui, aujourd'hui, gagne tout le monde, hein, grâce à le feuilleton, c'est quoi? La série, Netflix, tout ça, c'est du besoin de feuilleton, c'est du besoin d'aventure, c'est du besoin de long terme. Voilà. Et avant, ce besoin, il était rempli par... moi, j'ai relu il y a 2 ans, j'ai pas relu, pardon. Vous voyez la coquetterie, je n'ai pas relu. J'ai lu pour la première fois il y a 2 ans, Un été et d'une traite, il y a 2 ans, Les Mystères de Paris. Et pendant le premier confinement, j'ai eu la chance dans un jardin, parce que j'étais confiné avec un jardin, oui, je l'assume, j'ai lu d'une traite Tous les rois maudits.
Donc, franchement, ce sont des expériences inoubliables et j'adore les sagas. Donc, on publie des sagas, j'adore ça. On publie surtout des sagas françaises, en tout cas en ce qui nous concerne. Starpoint, c'est la plus belle et c'est la dont je suis le plus fier. Mais je pense pouvoir vous dire, si vous aimez le genre, qu'une des plus grandes sagas françaises jamais écrites dans ces 20 dernières années, c'est nous qui l'avons publiée, ça s'appelle Le siècle des chimères de Philippe Cavalier. Oui. Vous avez à peu près 2000 ou 2500 pages d'aventure entre les années 30 et... En fait, c'est une revisitation par un érudit de l'histoire du monde entre les années 30 et les années 60, avec notamment évidemment la décolonisation et la Deuxième Guerre mondiale, sous le prisme de la magie noire. C'est, si vous avez aimé Zévaco, Les Mousquetaires, ou tous les grands écrivains d'aventure anglais, Henry Rider Haggard, enfin, je ne vais pas tous les citer, je vous conseille vraiment, je ne peux même pas vous conseiller, je veux dire, lisez Le siècle des chimères, vous ferez partie des rares gens qui m'aimeraient toute ma vie pour vous avoir donné ce conseil. Et c'est un écrivain bien français, c'est Philippe Cavalier. Et pour parler de saga, Philippe Cavalier, dont on a publié quand même l'année dernière, un ouvrage de 800 pages, donc on peut parler de saga à ce niveau-là, qui est ni plus ni moins quand même en termes d'ambition que la première version romancée de l'Anabase de Xénophon. Donc vraiment, s'il y a un éditeur qui aime l'écriture à long terme, la saga, c'est bien moi, et j'en publie, et vraiment du français. Et l'année prochaine, dans nos grands lancements, parce que ça va répondre à une question suivante, on est très fiers de lancer 2 grosses sagas françaises, toutes les 2, oui. Éric Marchal, écrivain à succès d'histoire, qui avait notamment fait, mais parmi d'autres, un immense best-seller avec Le Soleil sous la soie, et qui lance une saga qui va s'appeler Le Soleil d'après, qui est prévue pour au moins 3 voire 5 tomes, et qui vous amener dans toute l'Europe du XVIIIe siècle, sur la trace avec un héros qui est un chirurgien barbier. Et je trouve que c'est absolument remarquable. Je ne doute pas qu'on va faire un carton avec ça, tellement c'est juste merveilleux. Et plus osé, vous voyez, on va publier un primo-romancier en trilogie, saga, qui s'appelle Sébastien Coville, une trilogie qui s'intitule L'Empire s'effondre. Et si parmi vous, certains sont férus d'histoire, vous avez sans doute lu la Bible, qui est La chute de l'Empire romain de Gibbon, qui est c'est une série d'essais historiques sur la chute de l'Empire romain, tel son titre l'indique. Et ben, lui, c'est un écrivain français, scénariste de métier, qui a écrit un roman de fantasy dans un univers plus steampunk que moyenâgeux, et qui est sur à peu près, qui va nous emmener pour quelques milliers de pages dans l'histoire d'une grande saga d'aventure dans un univers imaginaire qui est la particularité qu'on le découvre au moment où son empire constitué est en train de se fissurer. Voilà. Donc oui, merci pour la question. Je crois que je suis vraiment l'éditeur des sagas. C'est bon, c'est bon. Ok. On a pour habitude, Stéphane, de faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Donc voilà, préparez-vous tout le monde, ceux qui n'ont pas les caméras notamment. 3, 2, 1. Ok, super, c'est bon. Stéphane, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce temps consacré. On a appris beaucoup de choses et c'est vrai que cette histoire de collectif indépendant est assez fabuleuse. On espère qu'elle se perdurera le plus longtemps possible. En tout cas, par rapport à tous les éditeurs qu'on a déjà reçus, c'est quelque chose de nouveau et de novateur que vous avez créé. Et merci pour ça, parce que je pense que beaucoup de monde aimerait y rentrer et beaucoup de monde aimerait travailler avec vous. Donc, que les gens qui y travaillent soient ravis, j'imagine, c'est une évidence. Donc, merci à vous, merci à tous et peut-être à bientôt pour de prochaines aventures dans une saga. Yes, we can. À bientôt tout le monde. Merci Stéphane. Merci, super. Merci Stéphane, à bientôt. Bonne soirée, merci Bonne beaucoup. Soirée. Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir, bonne soirée, merci Anthony. Bye bye, merci Anthony. Merci Anthony. Salut. Au revoir tout le monde.